Bonjour tout le monde, c'est Drayas du Club Paname. Je suis en compagnie de Basso. Comment vas-tu, Basso? Salut, bonsoir. Et pour recevoir Romain Molina, donc une deuxième fois, merci à toi Romain, comment vas-tu? Mais écoute, très bien. Toujours avec le Club Paname, toujours. Eh bien, donc on te reçoit à l'occasion de la sortie de ton nouveau bouquin, La Mano Negra, qui est Ouais. sorti maintenant il y a 3 semaines. Euh, Moi, je voulais juste commencer par une side note. Je voulais juste te dire que je trouve que ton style a évolué en un an. Je fais référence notamment au bouquin de Cavani. Et dans le sens où aujourd'hui, tu arrives à intégrer tes sources dans un style qui est plus narratif. Avant, tu étais plus dans un exposé de sources. Alors, il y avait quand même une structure, mais ça s'est vachement fluidifié. Et ça rend la lecture qui est très, très agréable. Donc, bravo pour tous ces progrès au niveau stylistique. C'était pour mon petit flottage. Et puis, non, on va commencer, je pense qu'on commence tout de suite par ça. Donc, t'as eu récemment des propos qui n'ont peut-être pas été saisis. Je rappelle le contexte, c'était le Club des 5 sur YouTube. Ouais. Et tu avais notamment parlé de Thiago Silva. Et il y a eu pas mal de réactions. Et est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Ouais, écoute, alors déjà, imagine le contexte. J'étais mais malade toute cette semaine, j'avais pas de voix, rien. Je commençais mes journées à 9h30, je les terminais à minuit et demi sans pause, hein. Je faisais que parler, j'ai donné des conférences à des lycées, etc. Et là, donc, c'était le dernier truc de la journée, 23h30, 23h minuit 30, et donc on parlait de diverses choses. Et dans l'émission, j'ai quand même abordé pas mal de thèmes, notamment vis-à-vis des réseaux Ben Laden en Tchétchénie et sa rapport avec le foot, je pense qu'il est quand même beaucoup plus important que tout le reste. Et à un moment donné, on me pose certaines questions autour des leaders et tout. Et donc après, il y a eu un extrait qui a été coupé de 20 secondes et tout. Et en fait, ça me fait rire parce que le nombre de fois où j'ai parlé en bien ou en mal, parce que moi, j'ai pas d'agenda, hein. Par exemple, de tout ce qu'apporte un Buffon au PSG, je suis un des grands défenseurs de Marco Verratti, parce que pour moi, c'est un crack absolu. Il faut comprendre pourquoi il gueule après les arbitres, parce que c'est dans sa nature et tu peux pas le changer. Même sa nature en dehors des terrains, tu vas pas le changer, il est comme ça. Et mais sur Thiago Silva, je le répète, grand joueur devant l'éternel, grand professionnel devant l'éternel, monsieur travail invisible, passionné absolu de football, qui se donne corps et âme toujours à chaque fois. Moi, je disais juste que c'est vachement hypocrite de dire oh mais le PSG c'est ma vie, etc. Quand comment je pourrais dire? Déjà, tu as saboté pas mal de choses en interne, en appelant directement ta direction quand quelque chose te plaisait pas. Moi, c'est juste ça. C'est quand tu n'as pas de respect pour les gens qui t'entourent au club, qui aiment ce club, que publiquement tu vas toujours dire ah oui, oui, oui. Bon, moi, j'ai du mal avec ça. Tu vois, je préfère des mecs comme Pastore qui te disaient moi, j'adore Paris, mais j'ai envie de jouer. Donc, si je peux pas jouer à Paris, je pars. Donc, voilà, je veux dire, en interne, à l'époque, Marquinhos arrêtait pas de dire moi, je vais aller dans un grand club, je vais aller au Barça. Et puis après, le mec, il est devenu en disant Paris, c'est magnifique. Marquinhos, c'est un très bon gars. J'ai pas de problème avec ça. Moi, en fait, ce que je disais juste, tu sais, pour moi, ça n'a même pas d'importance, c'est juste un avis. Je dis juste que ça m'énerve des fois les joueurs, mais il y en a tous, ils font ça quasiment. Dès qu'il y a un micro, tu l'étends, ah mon club c'est magnifique, etc. Tu vois, c'était juste pour dire ça. Et en aucun cas c'était pour critiquer. Surtout Marquinhos, qui est pas un mauvais gars, tu vois. Sur Silva, demandez à ses anciens partenaires, ils vous répondront mieux que moi. Mais c'était juste un peu, je trouvais que le double discours me gênait un petit peu, tu vois. Et en fait, j'ai illustré ça en disant qu'il y a beaucoup de joueurs au PSG, ils se rendent compte que le PSG c'est pas si mal que ça, tu vois. Déjà, t'as des belles. Bon, même si le camp des loges, c'est pas les meilleures installations d'Europe, loin de là, mais t'as quand même. Tout est fait pour être le meilleur possible au PSG. T'as tout ce que tu veux. Tout, 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 tout. Donc tu te rends compte que c'est pas mal, pas si mal que ça, tu vois. Il y en a plein qui dénigrent en interne. Ouais, moi je veux le Barça, si, ça. Mais en fait, la soupe, elle est bonne et surtout le cadre, il est bon parce que t'as un super staff. Donc moi, en fait, je disais juste ça. J'étais juste un peu sur l'hypocrisie. C'est parti en mode, je sais pas quoi. Après, je suis désolé, c'est peut-être les gens ils veulent pas l'entendre ça, mais pendant des années, t'as un mec, ouais, t'as ton capitaine, il en a rien à foutre des gens qui travaillent au club, ouais, bah moi ça me gêne. Bon, après, il y en a, ils en ont rien à cirer, parce que tu vas me dire, c'est un joueur de foot, il doit être bon sur le terrain, ouais, je suis d'accord. Non, non, mais J'ai le droit d'avoir mon avis, de dire que je trouve que c'est faux cul. Après, et le pire de ça, c'est les gens qui te disent, mais regarde, le meilleur ami de Thiago Silva dit qu'il aime le club. Mais connard, en interview, il va dire quoi? Il va dire non, non, il déteste le club. Non, mais sans déconner. Là, c'est comme quand tu parles à n'importe qui, ils vont toujours te dire ça. Après que Thiago Silva soit investi au PSG, personne ne peut lui enlever. Et si les gens avaient la moitié de son implication, en effet, on n'en serait pas là. Mais c'est deux choses différentes. C'est tout ce que je disais et ça a pris des proportions tu à mesure. défends notamment sur ta chaîne beaucoup, beaucoup, beaucoup de propos et des propos qui sont basés sur beaucoup de travail et Évidemment. c'est regrettable que le jour où tu exprimes un avis,
qu'on soit d'accord ou pas, que ça se termine en un flot d'insultes que tu as pu recevoir. Je regarde pour Hérault, c'est ce que je dis à Marseille. Hérault, c'est pareil. Hérault, il a un mépris pour beaucoup de personnes. Et je te donne un exemple, par exemple, sur le président Hérault, parce que bon, je ne maîtrise pas beaucoup de sujets, mais le peu de sujets dont je parle, je suis sûr de moi. Parce que vraiment, notamment sur le PSG ou Monaco, par exemple, et un peu sur Marseille là, vraiment, quand je te dis que je peux l'ouvrir, je peux l'ouvrir. Par exemple, Hérault, la fameuse liste noire des agents, c'était un truc confidentiel qui ne devait jamais sortir. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il en parle à la presse. Regardez, moi, je ne travaille pas avec ça. Moi, je fais. Pourquoi il le fait? C'est typiquement pour son propre image. Moi, j'ai du mal avec ça. Avec les gens comme ça. Ça peut être n'importe qui. Et encore une fois, moi, j'ai pas d'agenda et je souhaite de mal à personne. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on me dit oui, je serais soi-disant anti-lillois, anti-ci, anti-là. Moi, par exemple, il y a des journalistes qui souhaitent, par exemple, que le PSG se casse la gueule. Il y en a. Mais il y en a d'autres, c'est l'inverse. Comme il y en a qui le souhaitent. Moi, je souhaite pas ça, tu vois. Moi, je souhaite pas non plus les victoires. Le meilleur gagne, tu vois. Et tant mieux si le PSG gagne. On est quand même français et voilà. Donc c'est pour ça, des fois, je trouve qu'on est trop manichéen. Donc merci de m'avoir permis de m'exprimer un petit peu. Et encore une fois, chacun son avis. Il y en a qui peuvent me dire qu'ils adorent Silva, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et si je peux me permettre un résumé, toi, ton kiff, c'est l'investigation. Il y a l'investigation autour du football. Non, j'ai un côté passionné aussi. Excuse-moi. Vas-y, il y a un côté passionné, tu vois. J'aime beaucoup le foot écossais ou quand je connais des mecs qui jouent en division inférieure. J'aime le foot quand j'ai envie de regarder un match. Je m'intéresse beaucoup à l'autour, mais aussi aux histoires humaines, tu vois. Au comprendre le comment du pourquoi. Et c'est vrai que des fois, je vois les dégâts que peut faire l'image parce qu'on peut vraiment la contrôler. Donc des fois, je dis juste attention. Les mecs essaient de vous prendre pour des cons. Tu vois, ouais. Je sais que ça, on va me dire oui, machin. Ouais, mais c'est tellement facile d'être démago aujourd'hui. Franchement, hein, dire ce que les fans ils ont envie d'entendre, c'est super facile. Il y a quelques journalistes qui font carrière avec ça, tu vois. Moi, ça a toujours été comme ça, je crois, Romain, là-dessus. Exactement. Mais donc, ouais, récemment, la dernière fois, on avait appris donc, que tu étais vendeur de légumes depuis tes 6 ans, caché dans le camion de ta maman, que depuis, tu avais sorti quelques bouquins, fait quelques trucs, et on t'avait parlé donc l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé de neuf en un an, à part ce fameux livre? Je suis allé en Corée du Nord quand même. Hein. Ah, c'était dur. Oh putain. Non, puis attends, le retour. Hein. J'ai fait un Pyongyang-Pékin en train, le K27. Puis alors après, il s'est passé des trois trucs assez surréalistes. Pas avec les Coréens. Mais quand t'as vu un Corée du Nord-Hong Kong en Coupe d'Asie, ah, t'as tout vu dans ta vie. Hein. Il y avait 60 000 personnes quand même. Hein. Donc écoute, c'était assez passionnant. Et si tu permets 10 secondes, tu pourras faire le montage parce que je dois aller ouvrir la porte. Oui, j'arrive, putain de merde. Les aléas du direct. On fera son montage, hein, Romain. On pourra faire son montage. On a l'habitude, nous, des petits trucs comme ça dans nos podcasts. Donc. Oui, désolé. Pas de souci. Donc je te disais, en Corée du Nord, ça a été, donc j'y étais pour un de mes prochains ouvrages. Donc évidemment, il y a ça. J'étais un peu en Chine aussi. Après, beaucoup de travail, aussi au basket. J'ai publié une première enquête sur le New York Times, dans le New York Times, sur un club lituanien qui confisque les passeports et autres joyeusetés. Donc bon, c'était assez intéressant. Et puis j'ai écrit donc La Mano Negra, qui m'a pris évidemment beaucoup de temps parce que forcément c'est un bouquin très. Enfin, vous avez dû le lire, qui correspond à. C'est même pas l'investigation, c'est aussi le fond, la forme, tout ça. Ça m'a pris 6-7 mois. Et puis toujours à continuer les pérégrinations sur ma chaîne YouTube et autres jeux. On va mettre ça en relation avec ton bouquin de Cavani que tu avais écrit, si je me souviens bien, en 3 semaines, un mois. Non, en 3 mois. En 3 mois. En tout cas, tu avais écrit très très vite et là, a priori. Non, j'écris vite, mais tu vois la différence, par exemple, dans le Cavani et le Emery, c'est que sur le Cavani et le Emery, bon, j'essaie toujours d'être accessible dans mon style. Mais à mes yeux, quand tu fais une biographie, tu as le risque d'être chiant très rapidement. Et donc j'ai envie que les gens ils apprennent quelque chose. Et pour moi, c'est mon contenu propre personnalisé. Donc je vais chercher énormément de témoignages parce que j'essaye de mettre en scène de manière agréable pour que les vrais héros parlent, tu vois, c'est-à-dire les gens qui ont connu, c'est pas moi. Là, c'est pas pareil. Là, on se rapproche plus d'un essai géopolitique. Donc j'aime bien m'accorder quelques fantaisies littéraires, notamment avec le point-virgule, que des fois je faisais sur mes productions d'avant. Mais là, c'était complètement différent dans la manière dont tu l'écris. Et je préfère écrire comme ça, évidemment.
ça prend plus de temps parce que pareil, quand tu parles de contexte géopolitique, ça nécessite beaucoup de travail. Je dis toujours que un sujet, au début, je sais rien. Et c'est la meilleure manière que j'ai d'apprendre. Justement en disant je ne sais pas. Donc ça a été un peu loin à ce niveau-là, on va dire. Eh bien, parlons-en justement Allons-y. du livre. Après, on parlera vite fait de Football League et de son traitement, notamment par Mediapart. Puis on aura évidemment des questions sur Paris, même si c'est pas ce que tu préfères. Mais donc, on va évidemment commencer par ton livre, qui est structuré avec une montée en puissance. On démarre, on va dire, avec des gentils bandits avant d'arriver dans la grande criminalité. On parle notamment d'assassinats, de financement, d'organisations terroristes et autres grandes criminalités. Je propose qu'on voit les grands personnages de ton livre chronologiquement. Ouais. Pardon ? Let's go. Let's go. Eh ben, on commence donc avec une personne, moi je ne connaissais même pas le nom, Dreyas non plus je crois, qui est un peu l'homme qui a inventé, on va dire, le système d'agent de joueur avec notamment la triangulation, le TPO. L'homme qui a plus de 1000 transferts, Juan Figuer, tu feras mieux l'accent que moi. Juan Figuer Zwirsky, tout à fait. El Gordo, el Presidente Figuer, tout à fait. Bah vas-y, parle-nous un peu de... Alors c'est un authentique champion d'échecs. Champion d'échecs uruguayen et qui a terminé 3e du continent sud-américain. Donc il est né à Montevideo, mais pareil, il a 2 dates de naissance. Donc c'est soit en 1934 ou 1930. C'est un petit homme, il fait même pas 1m60, 90 kg, il a des lunettes carrées, des chemises toujours très près du corps rayées. Il vendait des t-shirts ambulants dans les rues de Montevideo. Et puis, du jour au lendemain, il s'est lancé dans le textile un petit peu, c'était modeste. Et puis un jour, il y a les Folies Bergères, la troupe, qui est à Buenos Aires. Et il claque tout. Il va à Buenos Aires, il va parler au manager des Folies Bergères, il va les convaincre de venir se produire en Uruguay, au Palacio, qui est un gymnase de Montevideo détenu par le club de Peñarol. Je rappelle qu'en Uruguay, tu as 2 très grands clubs, le Nacional et Peñarol. Lui était fan éperdu de Peñarol. Et donc, c'est comme ça qu'il va commencer sa carrière d'agent. Il fera ensuite des combats de boxe, des matchs de basket, des organisations nocturnes. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'en Uruguay où le roi de la nuit n'a pas la permission de minuit, puisque même si c'est lui qui organisait tous les événements nocturnes, il rentrait toujours à la maison avant minuit. C'était pas du tout un mec festif et autres, c'est un mec très discret, qui ensuite, comme tu dis, il a inventé toute l'économie périphérique au football, sur les droits économiques, il était sur les droits d'image, sur plein de choses. Et en fait, il était en situation d'échec et mat, puisque par exemple, à l'Inter Milan, il était actionnaire minoritaire du club, il gérait les entrées et les sorties. Des fois, il ne se faisait pas payer par une commission, mais par l'organisation d'un match amical avec l'équipe de son choix, puisqu'il avait également l'organisation des matchs amicaux d'autres équipes. Il amenait ensuite les télés et gérait les droits d'image des joueurs. Alors ça, c'est pas échec et mat, je demande à voir. Il plaçait aussi quelques joueurs brésiliens quand il était agent de Luxembourg. Oui, quand Luxembourg était en sélection, il avait l'organisation aussi des matchs amicaux. Et donc, entre guillemets, des joueurs qui n'étaient pas très bons obtenaient des sélections, leur prix montait, ils étaient revendus en Europe. Mais c'est un personnage assez fascinant parce que c'est pas une crapule, mais c'est pas du tout une crapule. C'est pas un gangster, quoi. Mais c'est un mec, putain. Il y a beaucoup de légendes autour de lui, mais c'est un type ultra discret. Il y a très très peu de photos de lui. Et le peu de photos qu'il y a, c'est quand il est derrière ses vitres teintées, sachant qu'il conduisait une voiture qui avait des vitres blindées à Sao Paulo. Donc déjà, ça te dit pas mal du personnage aussi, je pense. Ouais, ça a éclairé le fait de cette sélection brésilienne. C'est vrai que je me souviens de joueurs qui s'appelaient Washington et je ne savais pas pourquoi ils étaient là à l'époque sous Luxembourg. Alors, on va suivre la chronologie de ton bouquin. Donc maintenant, on va passer au Talleyrand du football. Jorge Sitter Spiller, si j'arrive bien à dire son nom, donc atteint une polio dès son plus jeune âge, boiteux, problème de surpoids. Et avec tout ça, le mec a grosso merdo défini beaucoup des standards du métier d'agent. Comment est-ce qu'on faisait un agent, toute l'interface avec un joueur, avec pour cobaye un certain Diego qu'on ne présente plus. Comment est-ce que tu présenterais Jorge en quelques mots? Alors, Sitter Spiller, c'est une tragédie quelque part, parce que c'est une famille donc qui a fui les pogroms d'Europe de l'Est, de Pologne. D'ailleurs, c'est quand même assez curieux. Mais les 3 plus gros agents qui ont façonné l'histoire, ils ont tous un ancêtre de Pologne. Je trouve que c'est une coïncidence. Et en gros, les Sitter Spiller, ils sont frappés par les tragédies. C'est-à-dire que son frère aîné était joueur de foot. Et Jorge, donc comme tu dis, il était atteint de polio, il était malade, en surpoids, c'était la mascotte du club. Et en fait, il a vu devant lui son frère quasiment mourir d'un coup de pied dans les testicules. Qui a provoqué, dans plein match, qui a provoqué ensuite. Non, mais ça s'invente pas, quoi. Mais c'est terrible, hein. Et donc, il est en dépression. Et la légende dit qu'un jour, ce qui était passionné de foot, ses potes lui disent viens voir, il y a une merveille chez les Cebollitas, qui était le petit club jeune d'Argentina Juniors.
Et là arrive Diego Maradona. Et en fait, il va devenir donc l'agent au fil du terme de Diego, mais ils ont quasiment le même âge et c'est avant tout des amis. Et Sitter Spiller, il a 20 ans, tu le vois avec ses dents du bonheur, sa coupe afro. Et le mec, c'est lui qui a défini les droits d'image réellement, à travers une société qui s'appelle Maradona Productions. Il s'est beaucoup inspiré de IMG, qui était une société qui faisait notamment sur le cricket, les joueurs de tennis et même des journalistes, fait par Mark McCormack, qui est on va dire le pionnier des agents sportifs, c'est Mark McCormack. Et Sitter Spiller, ouais, c'est un destin incroyable, malheureusement si tragique. Donc avec Diego, ça a été pendant des années. Moi, j'ai retrouvé, tu vois, par exemple, l'ancien préparateur physique de Diego, Miguel Ángel Brindisi, pareil, qui a été grand joueur argentin, puis ensuite entraîneur. Et en fait, Sitter Spiller, l'année dernière, s'est suicidé en se jetant du 7e étage d'un hôtel de Buenos Aires. Et il s'était déjà retiré il y a quelques années, il avait repris, il avait aidé un politique argentin à obtenir la présidence, Menem. Donc c'est quelqu'un de très très intéressant à étudier, mais c'est un destin assez tragique, et comme je le dis, chez les Sitter Spiller, ce ne sont pas uniquement les plus jeunes qui partent en premier, mais également les meilleurs. Jolie formule. Alors maintenant, on suit toujours ton livre. On va rentrer un peu plus dans le monde du pouvoir et de la géopolitique avec un nom qui est devenu très très connu, Pini Zahavi, ou Pinias Zahavi, parce que ça je l'ignorais avant d'avoir lu le bouquin. C'est aussi, Pini, c'est le gros fil rouge du livre. L'utilisation du football pour servir le pouvoir et toutes les relations géopolitiques dans le monde du foot. On sait que tu as parlé avec lui. Décris-nous le bonhomme. Pinchas le terrible. Écoute, c'est quelqu'un d'une intelligence prodigieuse, qui est vraiment passionné de foot à la base. Aujourd'hui, je dis que c'est même plus le numéro 1 du game, c'est carrément le game. Parce que les mecs lui rendent tous des comptes. Et c'est incroyable. Il a formé 90% des gros agents actuels. En fait, il a repris les concepts faits par Figuer et Sitter Spiller et les a perfectionnés en ajoutant, c'est vrai, une touche diplomatique, voire politique, et surtout toujours en étant dans la diplomatie. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne gère pas les joueurs, vraiment pas. C'est un businessman autour du foot et qui est toujours dans l'idée d'apaiser les conflits. Donc en fait, c'est un mec qui a très peu d'ennemis, parce que par exemple, quand il va faire un deal avec toi, souvent il va faire 50-50. Et les très gros agents ne font jamais 50-50. Ouais, c'est les mecs intelligents qui savent quand tu négocies de faire en sorte que l'autre soit aussi content de toi en fait. Exactement. Il a tout compris. Alors il a fait des trucs abominables également, hein, notamment en Belgique et à Chypre, avec des clubs qui contrôlent en sous-marin, où ils font des halls de gare, c'est n'importe quoi. À River et Boca, ils contrôlent les deux clubs. Et pour faire simple, Pini Zahavi, c'est un mec qui a un empire qui s'étale de l'Amérique latine à l'ex-URSS. Et c'est l'homme le plus influent du football mondial de très 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 loin. Il y a certains de ses amis d'enfance qui sont devenus des postes haut placés, notamment un de ses amis qui est devenu président d'Israël. Reuven Rivlin, ouais, qui est président d'Israël. En 79, Pini, qui à l'époque est un journaliste israélien, c'est d'ailleurs lui qui a, on va dire, défini la manière de traiter le foot en Israël. C'est le premier qui a fait les interviews de vestiaire, les premiers reportages à l'étranger, etc. Il va réussir à transférer, en étant journaliste, un joueur israélien à Liverpool, Avi Cohen, en 79. Et en fait, à l'époque, le traducteur qui l'a aidé, c'est Reuven Rivlin, qui est aujourd'hui président d'Israël. Donc, ouais, c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Et surtout, après, le plus dingue chez lui, c'est ce qu'il a fait durant la guerre froide, quand même. Hein. Parle-en, ouais. Alors, en 1980, c'est le premier Israélien non communiste à obtenir le visa pour l'URSS. On rappelle que les deux États à l'époque sont en rupture des relations diplomatiques suite à la guerre des 6 jours. C'est Lobanovski, ancien entraîneur du Dynamo Kiev, qui lui permet d'obtenir ce visa. Tout petit coach Lobanovski, hein, tout petit coach. Voilà. Ouais, petit, grand Dynamo Kiev de l'époque, évidemment. Et en 89, donc on est quand même sur la fin de l'URSS, en pleine perestroïka et glasnost, donc l'ouverture des réformes et tout ça. Il y a quand même beaucoup de désertions. Donc, et le Dynamo Kiev, c'est un symbole encore du pouvoir soviétique. Et en fait, en guise de symbole de fin du boycott entre les deux États, il va avoir une tournée du Dynamo Kiev en Israël. Et l'architecte de cette tournée et de tous ces liens, c'est Pini Zahavi. Donc, quand tu arrives à être au niveau diplomatique aussi haut, gérer des transferts de joueurs, c'est peanuts. Il y a une enquête en cours tu parlais de Zahavi et la Belgique, il y a une enquête en cours sur Mouscron, je crois, et les liens notamment de Zahavi avec ce club. Est-ce qu'il peut enfin tomber sur certaines choses ou il va encore s'en sortir? Il n'a jamais été condamné et je souhaite bon courage à ceux qui vont vouloir le condamner. Il a
un des meilleurs avocats au monde avec lui, Udi Šokatović, ou Šokatović, je dois mal le prononcer. Tu vois les gens que représente le cabinet d'Udi Šokatović et t'as compris. Hein. Tu vois des mecs au Congrès aux États-Unis, enfin tu vois, c'est pas n'importe qui. Hein. Écoute, sur Moucron, oui. Sur Moucron, pour faire simple, c'est un club qui contrôle en sous-marin, c'est un club qui passe de main en main, et il y a 30 joueurs qui arrivent, 30 joueurs qui partent quasiment chaque été, c'est n'importe quoi. Mais bon, le football belge, c'est n'importe quoi. Maintenant, les mecs, ouais, ils aimeraient taper fort en Belgique, je peux te dire, le parquet. Mais enfin, pour faire sortir, pour essayer de le mettre, l'inculper, tu vas en avoir dans le pantalon. Hein. Là, Puis en plus, c'est un mec qui laisse pas beaucoup de traces, tu vois, c'est un peu le passe-muraille. Il y a plein d'affaires, mais il est toujours au milieu, tu vois. Ça va. Son nom il apparaît quasiment jamais en plus. C'est là où il est malin. Il y a quasiment rien qui lui appartient. Donc comment tu veux l'accuser? Ouais, tu parlais notamment aussi des clubs, on va dire des clubs écrans à Limassol avec des joueurs fantômes qui ne mettent jamais les pieds dans ce club et partent immédiatement autre part. Nous, on a eu un joueur fantôme à Paris qui est Gustavo Ebling, même s'il appartenait à Rayola, là, non pas à Xavi, mais raconte-nous un peu parce que je crois qu'il est assez marrant, cette histoire autour d'Ebling. Gustavo Ebling est arrivé au Paris Saint-Germain à l'époque d'Olivier Létang. Hein, je dis ça, je dis rien. Et en fait, il a jamais mis les pieds à Paris. On n'avait jamais prévu son flocage. On a dit c'est un joueur gratuit, etc. Il a été prêté 2 ans de suite au PEX Zwolle, aux Pays-Bas, qui est un club surnommé le FC Rayola. Donc tu comprends un petit peu. Un certain Juan Figuer, hein, on retrouve Figuer, qui contrôle en sous-marin le club, avec l'ancien agent de Hulk, Teodoro Fonseca Panagopoulos. Le mec ne joue jamais. Il a dit dans une interview que Paris continue à le payer, d'accord. Et en fait, moi, j'ai les comptes de Sao Paulo. Et selon un bilan financier, Paris a donné en mécanisme de solidarité une somme assez importante. Or, le mécanisme de solidarité correspond à 5% du transfert global. Si tu fais les comptes, j'ai demandé à la FIFA, j'ai dit est-ce que par le mécanisme de solidarité suivant, je peux retrouver le vrai chiffre du transfert? Ils m'ont dit oui, c'est comme ça, il n'y a qu'une seule règle. Si ça a été noté en mécanisme de solidarité, c'est comme ça. Et quand tu fais les comptes, il y a 5 millions. Il aurait coûté 5 millions. Un mec qui n'a jamais mis les pieds à Paris. Et on était en pleine période, c'est avec le FPF en plus. Ouais. J'ai contacté le PSG. On m'a répondu au final après très longuement en disant bah non, on sait pas. On comprend pas, on sait pas. On sait pas qui c'est. Oui, on voit qui c'est, on m'a dit, etc. Voilà. Sao Paulo refuse de répondre. Et le pire, c'est que 80% des droits économiques du joueur étaient détenus par Sao Paulo. Mais il y a 20%, personne ne sait à qui c'était détenu. Donc il y a 1 million, on ne sait pas où il est passé. Il y a beaucoup de joueurs comme ça dans le monde du foot qui grosso modo, ne jouent pas au football, ne jouent pas au foot et passent de club en club pour enrichir des agents. Il y en a beaucoup de joueurs comme ça. Des fois, ils enrichissent des directeurs sportifs aussi. Hein. Oui. Des présidents ou des criminels. Pour enrichir intermédiaire, mais est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui jouent pas en fait, mais qui vont de club en club en touchant un petit salaire et en faisant des commissions T'en as, mais on va dire honnêtement, 50% des transferts aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un intérêt financier pour quelqu'un. Maintenant, d'arriver jusqu'à là, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ouais, je vais te donner un exemple. Figuer, notre fameux Figuer, mon Uruguayen, il avait fait un jour un truc à Valence. Il avait demandé comme commission, il n'avait pas demandé de l'argent cash, il avait demandé que le club paye un transfert d'un joueur qui était complètement bidon. Ils ont ramené un Uruguayen complètement bidon qui aujourd'hui, je crois, est carreleur à Valence. Donc il y a des joueurs comme ça, il y a des joueurs fantômes en effet. Enfin bon, le monde. On va accélérer pour passer des monsieur propres, parce qu'on vient de parler des monsieur propres, ils sont tout chauves, ils sont tout gentils, au garnement terrible, et on attaque avec les oligarques et leurs liens avec les hommes de pouvoir comme Berezuski, Badri et autres petits noms sympathiques. On commence par les oligarques dans le foot. Est-ce que tu peux nous raconter le destin assez troublant de Abramovich? Oh, Roman. Bon, je vais faire court parce que bon, c'est très très long. Mais déjà, c'est pas son vrai nom. C'est la famille Abramovicius. Et c'est des Lituaniens, du côté paternel. Notamment son grand-père. Problème, arrive la Seconde Guerre mondiale. Arrive que les pays baltes sont annexés. On peut se rendre compte du niveau stratégique important. Et on va dire que selon les archives du NKVD, la famille Abramovicius n'était pas spécialement bien vue. Ils étaient qualifiés de capitalistes, d'anti-soviets, etc. Donc déportation. Alors le grand-père va mourir dans un camp. Je crois qu'il était en Sibérie, lui. Tandis que la grand-mère, avec donc celui qui deviendra le papa de Roman, travaillera dans un camp de prisonniers.
Et en fait, ce qui est assez cynique, c'est qu'en fait, la famille Abramovicius devient Abramovich lors d'un décès, en fait. Le grand-père meurt, mais il meurt pas en Abramovicius, il meurt en Abramovich. Alors, question, quel destin attend une famille et qui naît d'un décès? Et en fait, quand Roman Abramovich va naître, son père va mourir. Non, d'abord, sa maman qui meurt quand il a même pas 2 ans, 1 an et demi. Elle essaye de se faire avorter, hop, problème à l'avortement, bim. Et 1 an plus tard, son père va mourir d'un accident de chantier. Et donc, à même pas 3 ans, Roman Abramovich est orphelin. Il va grandir chez son oncle, de manière modeste. Il n'aura jamais un diplôme scolaire, même s'il dit aujourd'hui en avoir passé un après coup. Il va travailler au début dans la sidérurgie pour un bâtiment du gouvernement russe. Et ensuite, il va commencer son premier négoce, son premier business, dans un appartement moscovite de 2 pièces qu'il partageait avec sa première femme. Et c'était une fabrique de jouets spécialisée dans les canards en plastique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut imaginer l'appartement de Roman Abramovich avec des canards jaunes en plastique qui font coin-coin. Ah bah écoute, je sais pas. Mais en tout cas, t'imagines, c'était un appartement donc, petit à Moscou, rempli de canards qui font coin-coin. Et 3 ans plus tard, il devient le trader le plus important de pétrole de Russie. C'est beau les destins. Alors pourquoi, comment? Il y a toujours des périodes avec ces personnes-là où tu sais pas trop. Mais surtout parce qu'il a rencontré un homme, le génie des mathématiques, et surtout le kingmaker, le faiseur de rois, Boris Berezovsky. Lui-même, le démon du mal, ou je ne sais plus exactement. Ah, c'est un mec qui a signé des messages Dr Evil. Quand tu commences à signer des messages, le docteur du mal, c'est que ton cerveau, il y a un truc qui est pas net, quoi. Berezovsky, c'était donc un génie des mathématiques qui a fait fortune à l'effondrement de l'URSS avec toutes les privatisations des entreprises. Et en fait, j'explique bien qu'on est dans une Russie qui est chaotique. Il y a une violence incroyable, taux de dépression haut, de dépendance aux drogues, l'espérance de vie qui baisse. Enfin bref, c'est vraiment un calvaire. Tu as des familles moscovites qui n'ont plus de quoi bouffer. Et pendant ce temps, tu as une toute petite classe qui va surfer sur ça. On va donc les appeler les oligarques avec un pouvoir politique important. Au fur et à mesure que le président Boris Eltsine est rongé par l'alcool, le pouvoir de ces hommes de l'ombre et de ces marionnettistes est de plus en plus puissant. Médias, matières premières, voitures, tout est en leur possession quasiment. Et notamment de Boris Berezovsky, qui était l'éminence grise de Boris Eltsine. C'est lui qui va présenter Roman Abramovich à ce petit cercle-là qu'on appelait la famille plutôt. Et Boris Berezovsky était aidé également par l'homme le plus riche de Géorgie, et sans doute celui qui avait les plus belles moustaches de Géorgie également, appelé également le Robin des Bois géorgien, celui qui vole aux Russes pour donner aux Géorgiens, mais en prenant une petite partie, Arkady Partakatishvili, dit Badri. Et ces gens-là étaient aussi, vous imaginez bien, tentative d'assassinat, on a essayé plusieurs fois de les buter. Berezovsky a survécu à une bombe, un attentat à la bombe d'une bagnole qui explose à côté de la sienne, son chauffeur décapité. C'était assez chaotique. Et donc, tous ces mecs-là, ils étaient aussi passionnés de foot. Et puis après, il s'est passé certains trucs. Mais pour faire simple, Boris Berezovsky et son collègue Badri, c'est les 2 architectes de l'élection de Poutine en sous-marin. Avant que Poutine se retourne contre eux. Avant que Poutine leur dise, et Coco, c'est pas toi qui va faire la loi, tout à fait. Ouais. Et tous leurs amis associés, effectivement, qui disparaissent mystérieusement à coup d'accident d'hélicoptère ou autre, ou d'empoisonnement lors d'un Arsenal Moscou. Ouais, il y a des gens qui ont utilisé le foot pour dessouder des mecs, ouais, en couverture. T'as l'avocat du diable, comme je l'appelle, Stephen Curtis, l'avocat des oligarques. Lui, accident d'hélicoptère. C'est un mec qui n'osait plus travailler vers la fenêtre. Il avait peur de se faire tuer. Il recevait des appels avec une voix russe qui lui disait « Curtis, on sait où tu es !» T'imagines? Et Curtis, en 95, c'est lui qui avait proposé à un certain Roman Abramovich un passeport gibraltarien. Et saisis l'ironie, parce que si Abramovich avait accepté, aujourd'hui, les Anglais n'auraient pas pu le bouter hors du pays, quoi. Ouais, ouais. C'est dingue, quoi. Enfin, c'est des histoires qui sont là, c'est vraiment surnaturel. Et c'est vrai qu'Abramovich est le premier oligarque à investir dans le foot d'Europe de l'Ouest. Et c'est une idée de Pini Zahavi qui organise tout, qui fait une masterclass, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est ça qui va ensuite déclencher un autre projet qui est beaucoup plus sombre, on va dire, qui s'appelle le Brazilian Football Project. Et là, c'est vrai que la plupart des mecs sont quasiment morts aujourd'hui. Il y a très peu de personnes en vie de ce projet-là, quoi. On va en venir. Et Berezovsky, d'ailleurs, a été retrouvé pendu dans sa salle de bain. Et Badri aussi a une mort un peu... Et la mort de Badri a été relancée récemment parce qu'en fait, on est en train de la connecter en Géorgie à l'ancien président de la République. Et on va rappeler que Badri, à un moment donné, il a voulu se présenter aux élections
présidentielle de Géorgie, mais il pouvait plus mettre un pied en Géorgie. Non, mais sa vie est incroyable. Donc, il achète un caveau en Israël, il meurt, sa femme l'enterre dans le jardin, il y a 2 notaires qui arrivent et qui lui disent en fait, il avait une autre femme et un gosse qui a 14 ans, c'est magnifique. Ensuite, il y a kidnapping, mais c'est des vies incroyables, incroyables. Et donc, on va arriver justement à MSI et notamment qui a Joe-Rapchian. Ces deux, Badri et Berezovski se sont appuyés au départ sur Joe-Rapchian un peu comme homme de paille. Complètement. Et donc, parlons de Joe-Rapchian, l'ex-associé du grand Olivier Le Tang l'année dernière. Il nous a présenté comme un agent sérieux qui présente des investisseurs sérieux. On va pouvoir le voir. Hein. Alors, qui a Joe-Rapchian ? C'est le Playboy de Téhéran déjà. Ouais. C'est un des meilleurs surnoms du livre, je trouve, le Playboy de Téhéran. Il a 4 identités différentes, ce qui est quand même pas mal, on va l'avouer. Connu, hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, puis il les change pas de beaucoup. Hein. C'est une lettre par-ci, une année par-là. Voilà, il a plusieurs noms, il a 3 nationalités, il est aussi britannique et canadien. Alors, on peut être sûr de rien avec Kia. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il a servi en effet à ces personnes-là. Et c'est lui qui était à la tête du rachat de Corinthians quand il rachète, donc par ce fonds d'investissement qui s'appelle MSI, Media Sports Investment, mais qu'on pourrait appeler mort sans indication. Et en fait, Kia Joe-Rapchian, c'est un des très rares mecs qui est encore en vie. Sachant qu'aujourd'hui, Joe-Rapchian, il est associé avec Bertolucci, donc ils ont par exemple Marquinhos, hein, c'est eux. David Luiz, Coutinho, Oscar, il a la moitié de la sélection du Brésil quand même. Hein. Et à Corinthians, ils ont fait quelque chose qui est assez surnaturel. Hein. Quand ceux qui ont lu le livre, je pense que là, tu vois, des fois on parle de petites affaires en France, même les mecs de Marseille, mais à côté c'est des joueurs de ping-pong. Hein. À côté c'est des boulistes. Hein. Parce que ce qu'ils ont fait à Corinthians, on peut dire que c'était quand même assez sale. Hein. Ne critique pas les joueurs de ping-pong. Il y a un grand fan de toi qui va t'écouter qui est joueur de ping-pong. Ah, mais je critique pas les joueurs de ping-pong. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour les pongistes. Mais là si tu veux, c'est des boulistes. C'est des mecs qui vont jouer au bowling le samedi soir, quoi, à côté de Kia et toute la fine équipe. Parce que quand même, là, ils ont fait des trucs à Corinthians qui sont... j'ai même pas parlé du fait qu'ils ont inventé des gens qui n'existaient pas en guise de banquiers, parce que déjà, c'est pas mal. Mais entre les montages et tout le reste, c'est surréaliste. Vous avez lu le livre, ceux qui ont le livre, je vais pas trop spoiler, mais comprendront. Puis au milieu, tu as l'Olympique Lyonnais aussi, je trouve ça assez marrant. Le transfert de Nilmar, ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même très... On va quand même juste pour donner un indice, Boris Berezovski, ça a été prouvé donc par un document de justice écrit par Romeo Tuna Jr., qui a travaillé pour Interpol et qui est un député brésilien et qui s'appuyait sur les travaux de Paul Klebnikov, ancien journaliste d'origine russe, qui a écrit un livre, Boris Berezovski, le parrain du Kremlin, l'oligarque qui pourra apprendre 2-3 trucs aux Siciliens. Je trouve le sous-titre absolument génial d'ailleurs. Boris Berezovski était un des financiers des groupes Ben Laden en Tchétchénie. Voilà. Et les mecs ont mis... Donc après, il était propriétaire de joueurs, de clubs. Et quand ils ont acheté Nilmar à Lyon, l'argent, il venait de là-bas. Voilà. Donc, tu vois, quand des fois, on me pète les couilles, il n'y a pas d'autre mot, parce que je donne un avis, et on donne trop d'importance à un avis sur, je sais pas qui, ça mettons sur Silva, et à côté, je parle de tout ça et que les gens ont l'impression s'en foutent, je me dis, ouais, mais quelque part, je comprends que des criminels vous prennent pour de la merde. Mais ça devrait même plus te surprendre, en fait, si tu veux. Les gens n'ont pas envie de faire l'effort. Ta démarche, elle est d'exposer des trucs en faisant des sources, avec un travail. Et encore une fois, bravo sur ton bouquin, parce que tu as vraiment, et tu le disais tout à l'heure, tu as vraiment fait un effort de rendre tout ça très digeste et très facile d'abord, et avec un style qui est très agréable à suivre. Merci. Mais sois plus surpris que les gens se tiennent sur un bout de phrase pour t'épingler au mur, parce que c'est comme ça que va le monde, quoi. Je crois encore en la bonté humaine, tu vois. Oui, bien sûr, mais elle existe. Elle existe partout, mais l'attends pas chez le public, quoi. L'attends pas chez le public. Maintenant, non, après, je vais pas me plaindre de mon public, mais des fois, en fait, pour toi, ça, c'est grave quand même. C'est pas ton public d'ailleurs, hein, c'est le public, parce que ton public, il est plutôt à écouter ce que tu dis, parce que tu as un public qui est sérieux et qui apprécie ton travail sérieux, mais le public en général. Oui, mais je cherche pas le public. Par contre, ce que je trouve assez terrible, c'est que sur ce genre d'histoire, c'est révoltant quand même. On a laissé des gens. Oui, mais. Vraiment, mais là, on parle de très haute criminalité. Et donc, par exemple, dans la presse, on va présenter Kia Joe-Rapchian comme un mec sérieux, qui présente des investisseurs sérieux. Il la présente. Non, mais c'est quand même. Tu vois, c'est. Le mec, il était avec le patron du mal, qui s'auto-définissait le génie du mal,
qui était un pédophile notoire. Parce qu'excuse-moi, mais quand t'amènes des gamines de 16 ans par jet privé des Pays-Bas pour les ramener en Angleterre et demander à ton chauffeur de rouler à 220 pendant que tu baises la meuf sur la banquette arrière qui est mineure, ça ce genre de truc, moi je peux pas. Et je me rappelle, je vais te dire une anecdote. J'en avais parlé sur Beurre FM. J'avais été invité à Beurre FM. Et il y avait des gens autour et il y en avait qui n'étaient pas choqués de ça, en me disant ouais, mais ça se fait. Mais j'en ai à foutre que ça se fait, c'est grave. Attends, on parle de mineurs. Mais non. Donc, et ça, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de mal. J'ai une petite question. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de TPO, c'était sur le double transfert de Mascherano Tevez, mais pas au Corinthians, à West Ham ensuite. Mais si, ils ont essayé d'acheter West Ham ou de rentrer dans le... Par notre ami géorgien Badri Patakatichvili. Tu peux nous et derrière, tu as toujours Zahavi qui a conseillé tous ces mecs. C'est ça qui est exceptionnel. Le monde est petit. Ah, tu nous racontes le transfert Mascherano Tevez à West Ham du coup? Oh là là. En gros, leur droit économique. Bon, là, faut imaginer. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'était la TPO, aujourd'hui, c'est interdit. Admettons, vous prenez le club Paname, avec on va dire que vous êtes richissime, ce qui n'est pas le cas, mais on peut toujours rêver. Et donc, vous avez envie de racheter des parts de Gustav Ebling en vous disant quand même, ou de Ressé, parce que vous croyez en la bonté humaine et pour donner des nouvelles chances aux gens qui ont un peu de mal des fois. Et je suis sûr qu'il va percer dans le champ, donc je veux mettre des thunes sur lui. Voilà, donc tu te dis, t'arrives voir Nasser et Antero, tu leur dis voilà, je vais racheter 50% des droits de Ressé. Donc eux te disent, donne-nous 3 francs 6 sous, ça suffira. Donc plus sérieusement, on va dire que tu mets un joueur X, on va dire Ressé, qui vaut 10 millions, d'accord? Toi, tu arrives, tu dis, je vais acheter 50% des droits. Donc tu mets 5 millions. Au moment de la revente, tu vas toucher le pourcentage de droits que tu as acheté, donc 50%. Si tu revends le joueur 40 millions, tu vas en toucher 20. Donc cette pratique aujourd'hui, elle est interdite parce qu'en fait, ça permettait à des tiers d'obtenir ces droits. Alors, il y a beaucoup de clubs, notamment Porto à l'époque d'Enrique, qui ont fait ça parce qu'admettons pour un achat, admettons tu as 5 millions de budget, le joueur vaut 8 millions. Tu as un fonds d'investissement qui te dit ok, je prends 50%. Donc tu mets 4 millions, ils mettent 4 millions, vous achetez le joueur et ensuite vous espérez potentiellement un profit. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça marchait. Et donc eux en fait ils étaient détenus par des compagnies, personne ne savait qui les détenait. En réalité c'était donc un des financiers de Ben Laden pour Tevez, ce qui est plutôt propre. Et en fait, tu sais, les mecs ils ont du vice en plus. Il y a une compagnie qui détenait des droits de Mascherano, ils l'ont appelé Mystère Service. Donc en plus de se foutre de la gueule du monde, parce que ça va toujours dans des paradis fiscaux, et en fait c'est le principe de la poupée gigogne. C'est-à-dire c'est une société qui en englobe une autre, qui en englobe une autre, qui en englobe une autre, afin de brouiller les traces. Et ça remonte toujours dans des paradis fiscaux. Et donc ils ont fait ça, ils les ont vendus à West Ham, mais c'est une blague honnêtement. Et derrière ça, tu retrouves notre ami Pinchas le Terrible. Alors. Merci Romain. Alors après, mine de rien, tu révèles un petit peu de trucs dans ton bouquin. Alors il y a des trucs sans doute que tu ne révèles pas. Une question un peu trollesque, n'as-tu pas peur d'être retrouvé suicidé? Pendu dans ma baignoire? Par exemple, ou jeté du 7e étage d'un hôtel où tu fais un petit séjour à Buenos Aires, je ne sais pas. Écoute, s'il y a des menaces, déjà je pense qu'il ne faut pas me donner trop d'importance. Je reste sur une niche et je suis pas le justicier masqué, tu vois. Je suis pas Snowden ou autre. Ça, tu vois, ça reste très raisonnable ce que je fais, donc ça c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que s'il y a des menaces, elles seront plus judiciaires ou pour essayer de me décrédibiliser. Là, tu vois, j'ai des gens qui veulent me faire les plus grands procès soi-disant jamais vus, qui essayent d'impressionner un peu. Oui, je sais que je suis sur écoute, qu'on a hacké ma mère pas mal de fois, moi aussi, mais ça reste, c'est normal en fait. C'est pas quand tu fais de l'investigation, c'est normal, tu vois. Je suis très loin d'être le chevalier d'Artagnan qui arrive. Non. Tu révèles quelques petits trucs quand même. Ah oui, non, mais oui. En fait, si tu veux, tu as un petit effort de rendre accessible quelques petits trucs. C'est pas un problème si c'est connu par certains, mais tu fais quand même un effort de rendre ces petits trucs accessibles au plus grand nombre. Je fais chier du monde quand même. Oui. Là, je te cache pas que je fais chier 2-3 personnes. Mais aujourd'hui, s'il y a des menaces, elles seront plus judiciaires, financières et peut-être des petits coups de pression. Mais pour le moment, non, écoute, ça va. Je pense pas trop qu'il faut me donner trop d'importance à ce niveau-là non plus. Tu vois, je reste mesuré. Mais si ça arrive, pour moi, ça arrivera au niveau judiciaire. C'est en train d'arriver. Là, il y a des gens qui essayent de me décrédibiliser de ci, de là, en essayant de mettre des pressions. Il y en a qui me font du chantage, soit pour de l'argent. Je leur souhaite bien du courage. Parce que c'est même pas avec le SMIC. Je gagne pas le SMIC, donc je vais pas faire grand-chose. Puis surtout, tout ce que je dis, je peux le prouver. Je veux dire, j'ai un audio, par exemple, de Kia Rapchian qui dit on doit terminer de blanchir l'argent. Excuse-moi, c'est
Ah ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Le mec il dit comment et le mec il dit bah tu me vends lui et lui. Ah, d'accord, tout va bien. Il y a des trucs que je révèle, oui. Mais par contre, je suis pas, tu vois, la chasse au scoop et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'expliquer les mécanismes et pas de juger en plus. Si tu regardes le livre d'ailleurs, et c'est même, tu vois, quand je parle de Silva, pour reprendre l'exemple, je vais pas tomber dans une vision de dire c'est un enculé, c'est non, 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 non. C'est de présenter des faits à mes yeux, selon tout ce que j'ai pu rassembler. Il y a ça de bien, il y a ça de mal. Chacun est juge. Voilà. Moi, je suis ni bourreau ni juge. Moi, je présente des faits, je compte des histoires. Ça s'arrête là. Bon, bah, merci beaucoup Romain en tout cas pour cet exposé. On rappelle le titre de ton bouquin, donc c'est La Mano Negra, et nous on le recommande chaleureusement. D'ailleurs, juste Iji, donc là on a présenté quelques personnages, il y en a évidemment d'autres dans le livre, il y en a évidemment d'autres qui ne sont pas dans le livre. Il y aurait des dizaines et des dizaines de livres à faire, notamment. On n'a vraiment pas tout dit. Écoute, en Grèce, Serbie, en Honduras, au Panama, mais ça t'en parle aussi sur tes chaînes YouTube. Mais en gros, ouais, le bouquin, enfin, voilà, il est très bien, tout simplement. Maintenant, on va faire un petit détour par chez tes collègues investigateurs de Mediapart. Ok. Avant de Paris. Ah, mais il n'a pas réagi. Avant de parler de Paris. Alors déjà, parlons, donc on va parler un petit peu de Mediapart et Football Leaks parce que c'est plus tout à fait l'actualité, mais ça a été une actualité assez chaude quand ça a commencé. Qu'est-ce que tu penses, indépendamment de la reprise par des journaux, qu'est-ce que tu penses du travail de Football Leaks? Ah bon, la première chose déjà, c'est que je sais qu'on me mange toujours à une sauce, mais j'aime bien savoir quelle sauce. Donc moi, je suis toujours intéressé de comprendre le pourquoi du comment. Donc il y a quelque chose d'intéressant d'essayer justement de voir ce que ces gens font, parce que littéralement, il y a adultère, comme je dis souvent, je prends cet exemple-là, c'est l'homme ou la femme qui rentre chez lui, il voit sa femme ou son mec en train de coucher avec un autre. Il y en a, ça leur pose pas de problème. Moi, ça me poserait problème, tu vois, d'avoir les plus grandes cornes du village. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui se servent justement de notre amour pour ce sport, le Beautiful Game, et qu'en fait, le truc d'avance. Lire l'enquête de Costin Stukan, un ami roumain, sur le plus gros réseau de matchs truqués en Europe. Donc là, littéralement, on est capable de te montrer qu'en fait, tu payes ta place, mais en fait, c'est déjà joué. Donc littéralement, on te trompe. Moi, j'ai du mal avec ça. Maintenant, Football Leaks, la belle histoire des Robin des Bois de la morale, qui n'ont jamais hacké quelqu'un, tu vois, bon, ça me fait doucement rire, parce que déjà, ça repose sur un mensonge. Et ça repose sur quelque chose que je ne comprends pas. Dans la première salle des Football Leaks, donc 30 millions de documents, je crois que c'était la première, on voit bien qu'ils ont essayé d'extorquer un fonds d'investissement qui s'appelait Doyen Sport, en leur disant qu'en gros, on peut s'arranger niveau argent, et les mecs n'ont pas voulu, on voulait les attaquer, hop, ils ont balancé ça. Question. Si tu essayes d'extorquer quelqu'un, pourquoi tu laisses ces preuves dans les documents que tu vas donner? Les mecs sont pas cons. Et ça, j'arrive pas à l'expliquer. Ouais, la question qui est en sous-texte, la question qui est en sous-texte que moi je me pose, mais peut-être pas mal de gens se la posent, c'est est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Et ouais, comme tu viens de le dire, la réponse est sans doute impossible à trouver en fait. Alors écoute, déjà c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour avoir 70 millions de documents, tu te doutes bien que les mecs ont hacké, ils ont des conversations WhatsApp, etc. C'est pas 70 millions de documents qui arrivent par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Oui, ça oui. Donc déjà, c'est super hypocrite des gens qui disent oh non, c'est pas hacké, oui, bien sûr. Sinon, la marmotte, le chocolat, le papier d'alu, tout ça, c'est comment? Maintenant, je vais te dire qu'il y a des journalistes étrangers assez importants, j'ai été contacté, qui sont en train d'enquêter sur savoir vraiment d'où ça vient. Parce que ça pose beaucoup de questions. Je comprends, ouais. Maintenant, oui, parce que c'est toujours intéressant de comprendre que la belle histoire, j'y crois pas une seule seconde. Quand quelqu'un donne un document, c'est pour baiser un autre à 95%. Voilà. Les gens qui ont vraiment de la bonté morale, il y en a très peu, et surtout, ils n'essayent pas d'extorquer les autres. Maintenant, donc ensuite, c'est traité par un collectif de journalistes et de médias. On va en parler, vas-y, parce que justement, on avait orienté un peu les questions. Donc, on vient de parler de Football Leaks, et qu'est-ce que tu penses maintenant de l'interprétation par Mediapart donc, du matériel Football Leaks? Alors, la première chose, évidemment, Mediapart va traiter des affaires françaises, puisque on rappelle que donc c'est un collectif de médias, donc de divers pays, et chacun traite plus ou moins ce qui concerne sa contrée. Alors, évidemment, j'imagine que quand tu as 70 millions de documents à disposition, tu n'as pas uniquement des informations sur Monaco et Paris. Voilà. Maintenant, écoute, ils ont un traitement
qui est comme un traitement de chaque entreprise, chaque industrie, en nonobstant le fait que le football n'est pas n'importe quelle industrie. Puisque bon, je l'avais déjà expliqué dans la dernière réponse, mais on ne peut pas traiter uniquement le foot d'un angle financier. Et surtout, je pense qu'il faut des gens réellement impliqués dans le milieu de l'investigation footballistique, et au moins qui connaissent le milieu, afin de pouvoir mieux faire les liens et surtout d'aller au bout des choses. Alors en France, tu as plusieurs personnes qui font ça. Hein. Tu as notamment Alban Traquet et Grégoire Fleureau de l'équipe. Tu as Nicolas Villas à RMC qui s'y connaît très bien. Enfin, tu as des personnes. Et moi, j'avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi Mediapart ne s'est pas associé, n'a pas ouvert ses portes à 2 ou 3 personnes, par exemple de l'équipe, surtout qu'il y a un partenariat commercial Mediapart-l'équipe, afin d'exploiter au mieux ces documents-là, ce qui pose une véritable question. Si la version qu'on nous donne, celle de Robin des Bois de la morale du football, existe vraiment, comment on explique que Mediapart ne s'est pas adjoint les services de personnes connaissant ce milieu? Parce que cela aurait pu donc servir la cause. Parce que je pense que si nous faisons de l'investigation et que nous voulons révéler des choses, c'est donc qu'on s'assoit sous l'autel de la recherche de la vérité et que donc on est tout petit, on est microscopique face à ces révélations et tout ça. Et donc on doit tout faire pour les obtenir et afin d'informer le public. Donc entre guillemets, ce n'est pas notre intérêt qui prime, mais c'est l'intérêt du bien commun et de la recherche de la vérité. Or, je pose la question, est-ce que Mediapart est dans ce but-là ou est dans l'intérêt de Mediapart? Parce que si tu es dans l'intérêt du bien commun, tu ne traites pas le football comme n'importe quelle industrie, parce que ce n'est pas n'importe quelle industrie, comme je l'ai expliqué depuis qu'on a commencé cette interview. Et c'est assez facilement démontrable, par exemple, sur le dossier Kanté, où c'est burlesque, comme ils ont présenté le dossier Kanté quand tu le connais un minimum. Il y a beaucoup de personnes, je peux te dire, qui enquêtent autour de ce qui se passe vis-à-vis d'N'Golo Kanté. Pas le joueur. Hein. Le joueur, c'est pas le joueur qui a pensé à faire un truc à Jersey. Hein. Faut être sacrément naïf pour écrire des trucs pareils. Et surtout, en fait, c'est prendre l'investigation pour faire du CTRLC, CTRLV. Bah, c'est une insulte en fait aux journalistes d'investigation, quoi. C'est une insulte. Moi, par exemple, le travail de Mediapart, c'est une insulte à mon travail, tu vois. Parce que moi, je me dis, j'ai pas de caviar, tu vois. Moi, je n'ai pas de documents, rien. Moi, je me casse les couilles, me casse le cul, excuse-moi l'expression, à faire un boulot que je considère normal, comme plein d'autres mecs d'investigation. Et t'as des gens qui arrivent, ils ont tout en main, ils font CTRLC, CTRLV et par ici la monnaie. Ouais, bah putain. C'est CTRL-V. Tu viens de comprendre. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Mais tu vois, moi, ça me choque profondément parce qu'il y a des enquêtes super sur Football Leaks. Mediapart a fait des bons trucs, notamment sur les transferts des joueurs mineurs, notamment vis-à-vis de Manchester City. Je trouve ça top. Mais il y a d'autres trucs, c'est HS. Je te dis, c'est un bon étudiant de littérature ou de philosophie qui a bien appris sa leçon, et le prof il lui a mis 2, il lui dit pourquoi, il dit bah, c'est pas le sujet. Bah, Mediapart, c'est ça. Dans leur traitement du foot, ils n'ont pas compris ce que c'était le foot, il y a des erreurs grossières, et surtout, tu as l'impression que Mediapart, c'est Saint-Louis qui est revenu d'entre les morts. J'ai l'impression qu'on doit se prosterner, on doit les cajoler, on doit dire oh là, messieurs. Mais moi, tu sais, j'en ai rien à cirer, je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait pour plein de choses, pour le travail sur la réglementation et les montages financiers, mais le football, c'est pas que ça. Et le football, c'est pas uniquement des mails et des WhatsApp que tu as dans ces documents-là, c'est aussi le vrai travail de fond. Mais il est où le travail de fond là? Et les mecs, le pire, c'est qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Moi, je te dis, j'ai eu un échange pas très cordial avec Yann Philippin par SMS, où le mec m'a quand même accusé d'essayer de faire du buzz pour vendre quelques livres. Alors là, dans l'hôpital se fout de la charité, je te demande Mediapart, et monsieur Philippin. Mais surtout, c'est que le mec juge qu'il a fait un bon boulot. Mais moi, je rends un travail comme ça, j'aurais honte et je sors pas de chez moi. Hein. Honnêtement, je vais peut-être aller un peu loin, mais pour moi, de la manière dont ils ont traité ça, avec le caviar qu'ils ont en bouche, moi, j'aurais vraiment honte. Mais vraiment, je te jure, j'aurais vraiment... Parce que si tu me demandes aujourd'hui d'aller traiter une industrie pétrolière ou je sais pas quoi, mais j'ai pas les compétences pour. Je peux peut-être aider un peu à apprendre, mais je connais pas. Mais eux, ils avouent eux-mêmes qu'ils connaissent pas vraiment l'industrie footballistique, le monde footballistique, mais ils le font quand même. Putain, il faut être sacrément prétentieux. Donc voilà, c'est mon avis. Mais justement, ils vont être contents d'écouter ça. Tu rappelais tout à l'heure qu'il y avait 70 millions de documents. On peut partir du principe que ça concerne pas, en restant en France, hein, que ça concerne pas que Paris et Monaco. Et ils ont pas forcément traité les autres trucs parce que c'était pas vendeur. Et donc il y a un côté putaclic aussi. Mais est-ce que c'est la faute de Mediapart et aller chercher des abonnés. Est-ce que c'est la faute de Mediapart, ça? Est-ce que c'est la faute de Mediapart si
les gens ne sont pas intéressés par ce qui se passe Non, mais c'est la à Amiens, à responsabilité. Angers, etc. Mais C'est pas après, vraiment la faute de Mediapart, là. tu étais en train de soulever la responsabilité du journaliste vis-à-vis de son travail. Et à ce niveau-là, ici, ils ont une vraie responsabilité dans le fait de choisir de traiter le sujet de manière orientée déjà au départ, et ensuite de ça, avec la légèreté avec laquelle ils se permettent de traiter. Enfin, ils ont leur part de responsabilité pour moi. Oui, je suis d'accord, mais après, je vais pas tout leur mettre dessus parce que même les séries sur Monaco qui sont beaucoup plus intéressantes que le PSG, même il y a aussi des petites erreurs, euh, c'est aussi l'utilisation qu'ils en font parce que c'est sûr que les mecs de la principauté sont très contents que ça tape sur Ribolobiev. Alors, je dis pas que Ribolobiev c'est un ange, hein, mais la dernière fois que les Monégasques ont vraiment été dans le club il a fini en Ligue 2 quand même. Donc bon, je trouve ça assez marrant. Des fois, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on est utilisé. Et je poserai la question à Mediapart. Avez-vous l'impression d'être utilisé à un moment donné? Bon. Et si eux disent non, pas du tout, bah déjà, ça voudra dire qu'ils n'ont aucune humilité. Parce que même moi, quand je fais mes investigations, tout ça, et que je suis quasiment sûr, j'ai aucune preuve du fait que j'ai pas été instrumentalisé à un moment, surtout à mon jeune âge, et dans un milieu qui est rempli de requins. Et eux, moi je te dis, j'ai beaucoup de mal avec le côté donneur de leçons. Et aussi un autre côté, c'est Fabrice Arfi qui a été comme ça. J'avais l'impression que ça le faisait jouir de recevoir des insultes des fans du PSG notamment. Je vois pas ce qu'il y a de jouissant de recevoir des insultes, mais bon, après. Tu sais, d'un air de dire, eh, regardez, on vous a dit, hein. Tu sais, d'un air de dire, eh, regardez votre sport de merde, là. Moi, je trouve que c'est très dédaigneux, en fait, vis-à-vis du foot. Et vis-à-vis des gens qui aiment ce sport. Parce qu'il y a beaucoup d'universitaires, il y a beaucoup de gens aussi de l'élite intellectuelle française qui aiment ce sport-là, et le traiter ainsi, c'est aussi une insulte pour tous ces gens-là, tu vois. Alors après, encore une fois, ils ont aussi un modèle économique, c'est pas facile non plus après, je vais pas leur tirer. Il faut quand même survivre, hein. Je veux dire, on essaie tous de travailler pour recevoir un salaire, c'est quand même ça, faut quand même payer les trucs en fin de mois. Donc je vais pas non plus les attaquer là-dessus, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez ironique de voir Mediapart parler des évasions fiscales ou je sais pas quoi des gens, je trouve ça quand même assez ironique aussi quand même. J'en dirai pas plus, je pense que vous avez compris. Chez les autres médias du collectif, notamment Der Spiegel et tout autre, c'est le même fonctionnement que Mediapart ou pas du tout? Parce que c'est plus sérieux. Non, écoute, je pense que c'est complètement différent. Ça dépend des journalistes en question. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Costin Ștucan, qui est roumain, et il a fait la grosse enquête sur les réseaux de matchs truqués, les réseaux de faux arbitres, sur des faux matchs à Chypre avec des paris. Il a retrouvé les mecs, il a tout fait, quoi. Il a même retrouvé des photos du chinois sans visage, Eric Mao, l'homme qui truque le plus de matchs au monde. Donc, t'as des gens qui vont vraiment au bout des choses. Après, honnêtement, Der Spiegel, ils ont sorti une enquête sur Zahavi, elle est très mauvaise. Je te le dis franchement, ouais. Il le présente comme un personnage agressif dans les négociations, alors que c'est au contraire, c'est le diplomate du sport. Mais et en plus, eux, ils ont accès à tous les documents. Donc je me dis, il y a des fois, ils ont du caviar en bouche, mais ils savent pas l'utiliser. Tu vois, indépendamment de toutes les zones d'ombre liées à Pini Zahavi, le premier qui te dit que c'est un mec agressif en négociation, c'est qu'il ne le connaît pas. C'est un mec qui est, attention, c'est un joueur de poker en négociation, mais il va jamais dans le conflit. Ça, c'est l'inverse de Raiola. Et eux, ils l'ont présenté comme un mec comme ça. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, bah, en fait, vous savez pas qui c'est ce mec, quoi. Tu vois, c'est facile d'avoir des documents, mais ensuite, faut aller plus loin, quoi. Ça, il y en a beaucoup qui en ont pas été capables, et surtout, j'aime pas le côté, on va vous montrer ce que c'est la vraie phase du foot, etc. et tout. Tu sais, j'ai envie de dire, oh les gars, ça va, hein, il n'y a pas de bombe atomique, il n'y a pas de mort, hein, non plus, hein. Dire, puis même, il y a un côté, ça, c'est vraiment un truc perso, mais quand tu fais de l'investigation, c'est un peu une chasse au trésor, tu vois. Là, le trésor, on te le file. Bref. Là, je trouve ça perd un peu ce côté excitant de la recherche et de l'investigation. Surtout si t'es pas capable d'aller plus loin que ça. Ok, merci beaucoup Romain. Sinon, juste dernière petite question sur le sujet. Est-ce que, à ton avis, les gens, le grand public est intéressé par ces problématiques-là? Ce qu'on a pu constater là, c'est un phénomène où ça explose les premiers jours, puis ça se tasse très vite derrière, quoi. Donc, est-ce que les gens sont vraiment intéressés par ça? Bah, écoute, ça dépend comment tu le ramènes. Il faut aussi vulgariser parce que des fois, il y a beaucoup d'articles de Mediapart qui sont bien trop compliqués pour le commun des gens, notamment sur les montages financiers, etc. C'est aussi la manière dont tu racontes une histoire. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la manière dont j'écris la Mano Negra, qui parle de sujets donc géopolitiques parfois un peu complexes, hein, notamment en Géorgie, les relations Israël-URSS, etc. Mais à chaque fois, j'ai essayé de penser aux gens qui connaissent le sujet et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que mon but, c'est d'aller au bout des détails, mais toujours en ayant une démarche pédagogique. Je trouve que dans les articles de Mediapart aussi, il n'y a pas cette démarche pédagogique et qu'elle peut freiner beaucoup de personnes.
Et aussi le côté donneur de leçons. Dans le sens, faut présenter des faits, faut pas dire l'argent c'est mal. Au bout d'un moment, tu vois, euh, je vais pas te dire que je suis un capitaliste, loin de là, tu vois, mais au bout d'un moment, ouais, mais c'est une économie qui est générée. Les mecs, ils veulent pas l'argent, quoi. Ah, au bout d'un moment, c'est qu'il y a des droits TV, c'est qu'il y a des sponsorings, c'est qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Ouais, mais c'est pas de l'argent volé, quoi. Faut pas déconner. Moi, après, je vais te dire à mon maigre niveau, je trouve que ça intéresse les gens, mais ça dépend quelle histoire. Tu vois, hein, le personnage de Pinizahavi ou le personnage de Juan Figar dans La Mano Negra, j'ai remarqué, intéresse énormément de personnes. Et de tout type d'ailleurs. Maintenant, je vais te parler à mon maigre niveau. C'est souvent quand j'explique un peu les mécanismes. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur le transfert de Radonjic à l'OM, le nombre d'intermédiaires, le ci, le là. C'est une des vidéos où j'ai eu le plus de retours positifs, quoi. Moi, je pense les gens sont demandeurs, mais il faut savoir comment leur parler aussi. Je pense que là, il y a un décalage. Et puis, à titre perso, sur le livre La Mano Negra, sans que ça fasse des cartons de vente, hein, parce je vais être très loin je vais pas en vendre non plus des milliers des cents, mais quand même, j'ai eu le meilleur départ de mes livres. C'est-à-dire que sur les 10 premiers jours, c'est mon 5e livre et c'est celui qui s'est le plus vendu pour le moment en 10 jours. Tu vois. Donc, en comparaison. Alors après, c'est pas énorme, hein, tu vois. J'en ai pas encore vendu 2000 en 10 jours, tu vois, mais euh, je suis à plus de 1800 sur les 10 premiers jours et c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Donc ça montre qu'il y a un intérêt. Mais t'es riche en fait, alors tu nous racontais des conneries comme quoi t'as à peine le SMIC, espèce de claque. Bah, tu sais, quand tu fais un livre, t'as l'avance sur tes ventes. Je rigole, Romain. Je Non, rigole. mais parce que moi j'aimerais être, enfin, tu vois, si j'ai la chance de gagner beaucoup d'argent, bah tant mieux, comme pour tout le monde, tu vois, c'est mieux. Mais non, mais j'espère, hein, j'espère, on sait jamais. Mais c'est pas avec la Mano Negra, non, que je vais l'être. Par contre, il y a une vraie question aussi sur Football Leaks, c'est pourquoi des médias étrangers n'ont pas accès à toute la base de données, alors qu'ils font partie du collectif de journalistes. Ah, on ne savait pas ça. Ah ouais. Ah, moi je te le dis. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses mystérieuses. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a des gens qui enquêtent, et ils enquêtent de manière très sécurisée. J'en ai parlé avec certains, et on va voir jusqu'où ça peut aller. Ok. Bah, on va passer à quelques questions sur notre club, ce club qui nous turlupine, Dreyas et moi, à savoir le PSG. Pour rester un peu dans la thématique du lien, on va commencer avec une petite question sur Xavi. Est-ce que tu penses que Paris joue avec le feu en flirtant avec Xavi et ses sbires, ou bien est-ce que tout club, et notamment club puissant, est obligé de fonctionner de la sorte? Tu peux passer sans lui, mais aujourd'hui, c'est lui qui a fait Neymar. C'est lui qui t'a permis les départs de Lucas et Dorier. C'est lui aussi qui arrive à finaliser Mbappé. Alors, ce qui est exceptionnel sur ce dossier Mbappé, c'est que lui jure ses grands dieux qu'il a rien à voir. Mais là, j'ai trop de sources concordantes, c'est pas possible. Quand tu as des sources tout en haut à Monaco, au Palais, à Paris, tout en haut au Qatar, je crois que j'ai 8 sources différentes, dont 6 qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui te disent la même version, tu te dis attends, c'est pas possible. Mais le mec dit non. Alors c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réussi à ramener les deux parties à la table des négociations? C'est là le vrai secret du transfert de Mbappé. Il est nulle part ailleurs. Maintenant, je te dis, oui, ça peut être parfois dangereux parce qu'il est un peu gourmand. Antero Henrique, c'est lui qui l'a placé. Maintenant, aujourd'hui, le PSG est en bisbille avec Georges Mendes, tu sauras. Exclu le Club Paname. Parce Mendes a plus ou moins pris le club en otage avec Guedes cet été. Et ça n'a pas plu parce que notamment Nasser Al-Khelaifi le jugeait Georges Mendes comme un ami. Et un ami ne fait pas ça. Il a une attitude absolument scandaleuse. Mais Mendes s'est embrouillé avec des décideurs chinois. À Monaco, il est plus en odeur de sainteté. L'Empire Mendes, quand même, bat de l'aile, même s'il est très puissant. Maintenant, je vais te dire, est-ce que tu préfères travailler souvent avec un Rayola, avec un Zahavi? Moi, je vais remettre dans le contexte géopolitique du Paris Saint-Germain. Je suis pas du tout étonné que Pini Zahavi soit à côté. Je peux te dire, c'est dans le livre, hein. Quand il vient à Paris, il paye rien. Il est logé, il est tout ce que tu veux. Et les gens sont petits soins pour lui. Je pense pas que c'est spécialement dangereux, écoute, hein. C'est beaucoup plus dangereux ces conneries qu'il fait entre Moucron et Limassol, où là c'est n'importe quoi. Vis-à-vis du PSG, pour le moment, en plus, dès qu'il s'est mis dans un dossier, ça a été avec une issue positive. Maintenant, ça dépend qui va rentrer au club. Tu vois, je préfère. Enfin, c'est mon avis. Après, écoute, on verra la suite des événements, mais pas de gros danger à mes yeux pour l'instant. Est-ce que tu peux, mais si tu peux pas la raconter, on oublie la question, est-ce que tu peux raconter la version que tu as entendue donc de 6 sources du transfert de Mbappé, à Paris, ou c'est pour l'instant quelque chose que tu peux pas trop. Moi, sur les fantasmes, je peux pas. Il y a un moment donné où je vais pas pouvoir aller plus loin parce que c'est vraiment chaud, mais en gros,
On est le 23 août au soir, et ça c'est garanti. Ribolobiev, il a acheté une île, une île grecque. Il est avec sa famille, ses domestiques dans le château. Il a une discussion avec Vadim Vassiliev, et je peux te dire que c'est fini. Pour eux, c'est fini. Mbappé n'ira pas au PSG parce que l'ultimatum est passé. Ils jugent que Antero Henrique a pris les gens pour des cons en disant on fait une offre. C'est jamais arrivé ce qu'il voulait. Donc bref. Le soir même, le Parisien publie un article en disant ouais, Mbappé va venir, etc. Alors question, comment il peut venir alors que les mecs à Monaco te disent c'est complètement mort, on refuse de négocier. 2 jours plus tard, Monaco accepte de négocier, sachant qu'il voulait prolonger Mbappé et tout. Et le garder à tout prix. Il voulait surtout pas entendre parler du PSG. Mais vraiment, question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un milliardaire comme Ribolobiev, qui attention, c'est le mec, les coups de pression, c'est pas à lui que ça a marché. Hein. C'est un mec qui a connu la prison dans des conditions abominables dans les années 90. Il a été accusé de meurtre avant d'être innocenté. Il a failli mourir en prison, dans une prison absolument exécrable. Donc, moi, je sais que Pinizavi a passé quelques appels. Mais il a dit quoi? Comment il a pu convaincre Dimitri Ribolobiev de rouvrir des négociations avec le PSG, connaissant les susceptibilités des personnes pareilles et que le fait qu'ils avaient dit non? Bah, le secret, il est là. Alors ça suscite moult fantasmes, notamment politiques. Et le problème, c'est justement quand tu fais de l'investigation, c'est de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et sur ce dossier-là, la seule question que j'ai, c'est pourquoi Pinizavi refuse de... Et je jure, c'est grand Dieu, il m'a dit, mais j'ai rien à voir ni de près ni de loin. Comment lui peut dire ça alors que j'ai, ouais, je te dis, 8 personnes au total, dont 6 qui ne se connaissent pas. Ça, c'est pas genre des mecs qui te disent... version. Voilà. Le talent, j'ai envie de dire. Le mystère reste. Le talent de Pinizavi, cherche pas à comprendre, tu comprendras jamais, ça marche. Puis, qu'est-ce que tu peux dire? Tu comprendras peut-être un jour. Les mecs, ils vont jamais parler. Les mecs, ils vont jamais parler de cette conversation téléphonique. Je pense qu'on est loin du football, c'est tout. Je pense que c'est dans la diplomatie, par contre, sûr et certain, mais on est, je pense, dans des sphères qui nous dépassent, quoi. Donc moi, je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai aucune manière de confirmer quoi que ce soit. C'est strictement impossible. Les seules personnes qui peuvent être au courant aujourd'hui, c'est c'est Dimitri Ribolobiev, et je pense potentiellement Nasser El Khelaifi. Et encore, je suis même pas sûr. Ribolobiev a peut-être des casseroles, d'ailleurs. Non, parce que je sais très bien. Ça, je peux te le dire. Je sais très bien que c'était, je crois, le match contre Saint-Etienne. Et donc, ça parlait, ça galérait. Et Zahavi leur a dit, moi, je peux faire. Moi, je sais faire. Aux décideurs parisiens. Voilà. Ça, je le sais. Ça, c'est garanti, cette histoire-là. Alors, comment? Je pense pas qu'un mec comme Zahavi utilise la menace, par exemple. Non, jamais. C'est son modus operandi, quoi. Ah non, jamais, c'est l'inverse. Il va aider quelqu'un. Mais comment il aurait pu l'aider? Comment il aurait pu le convaincre? Non, mais il est jamais dans la menace. En fait, c'est lui, si tu veux, je te dis, c'est vraiment le diplomate. C'est l'inverse de tout. Il va jamais te menacer. Jamais, 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 jamais. Donc, c'est pas un truc louche, c'est un truc qui nous dépasse et qui doit pas être footballistique. Ça doit être un truc différent. Mais alors quoi? Je ne sais pas. Bon, alors pour revenir sur le mercato de cet été, c'est une question un peu naïve qu'on va te poser, en tout cas dans la forme. Je te laisse apprécier la question et apporter ta réponse. Est-ce que tu peux nous expliquer qui fait quoi au club? Parce que nous, on ne comprend plus. Ah ben, même au club, ils comprennent pas. Hein. Oui, mais justement, est-ce que tu peux juste mettre un peu de lumière sur ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on ne comprend pas en fait. Différents clans, les différents, je sais pas. Bah, ça date pas de maintenant, hein, quand même. Tu savais que Mota, il allait prendre la retraite depuis un moment. Ça fait 2 ans, non? Tu sais à peu près que Mota, c'est sur la fin. Oui. Ça, par exemple, c'est incroyable. Tu joues quand même plus ou moins sur l'équipe de Leonardo. Hein. Pendant des années, tu as joué sur l'équipe de Leonardo et de Carlo. Bon, bref. Écoute, qui fait quoi au club? Alors déjà, le premier élément, c'est qu'il y a 2 directions, ça on le sait. Une à Paris, une à Doha. Mais déjà, savoir la direction de Doha, c'est impossible. Hein. Parce que ça remonte à l'émir. Alors, tu as plus ou moins des intermédiaires du comité olympique qatari et d'autres gars. Donc déjà, pour atteindre l'émir qui connaît vraiment le foot. Hein. Pour petite confession au passage, il connaît beaucoup plus le football qu'un Nasser, par exemple, qui, lui, est un expert de tennis. L'émir est beaucoup plus passionné de foot que Nasser. Donc, l'important, c'est que c'est eux qui décident. Et le fait que Tourol ait été nommé, c'est un choix qui n'a rien à voir avec Nasser El Khelaifi. Donc, c'est un désaveu terrible. Dans le sens, Nasser a toujours eu quand même un peu de pouvoir. Là, c'est fini.
Là, alors, bon, ça va être mal interprété, tu vas voir, il y a des gens qui vont me tomber dessus, mais c'est une réalité. Nasser, il est là pour les photos aujourd'hui. Il n'y avait pas des rumeurs qui disaient déjà Koudaï n'était pas un choix de Nasser? Ça, j'en sais rien. Ça, tu vois, je sais que Tourelle, Par contre, il y a des rumeurs disant que Nasser s'occupait de beIN Sport, s'occupait de il fait 50 000 trucs. Qatar, mais par contre s'occupait plus trop du PSG depuis Non, mais un c'est an. vrai. Mais Et c'est qu'il vrai. était un peu, soit Non. par choix, soit involontaire, mais qu'il était un peu plus loin, quoi. Ah non, mais c'est une réalité. Nasser, en même temps, c'est un des hommes les plus importants pour le Qatar dans le monde entier. C'est quand même la figure qatari du monde occidental. C'est pas si on se rend compte Oui, oui, du complètement. pouvoir politique et l'impression que ce mec a. C'est un type qui dort 5 heures par nuit. C'est vraiment un mec qui est un gros bosseur, très loyal vis-à-vis de ses supérieurs, mais il peut pas tout faire. Donc, ce qui est certain, c'est que vu les dernières mésaventures, on lui a enlevé un peu de pouvoir. Et donc cet été, il ne s'est pas mêlé du mercato. Donc ça, les gens qui passaient par lui, bah aujourd'hui, ils ont servi à rien cet été. Donc, question, comment tu fais cet été? Tu as un directeur sportif, mais ton directeur sportif, au bout d'un mois, il ne parle plus à l'entraîneur. Ouais. Pour la petite anecdote, tu as la plupart des employés du club qui appellent Antero Henrique le petit gros. Et ils te disent, ah, comment va le petit gros? C'est assez surréaliste. Les mecs, tu sais, c'est la blague au club aussi. Vous parlez portugais? Oh là là, si vous prenez un cours de portugais, je vous parle plus. Donc, d'un côté, tu as les mecs qui ne peuvent pas encadrer Antero Henrique. Dans le même temps, tu as Antero Henrique qui a essayé de tout faire pour niquer les pistes de l'entraîneur. Tu as l'entraîneur qui a tout fait pour niquer les pistes du directeur sportif et ils ne se parlent pas du tout. Donc, le directeur sportif, n'ayant pas vraiment d'influence, il ne peut pas remonter les dossiers tout en haut, donc il sert plus ou moins à rien. Donc, vu qu'il sert à rien sur l'équipe première, il est allé miner le terrain dans la formation en nommant encore un autre gars. Tu sais, il n'y avait pas assez de mecs pour le même poste. Alors, on s'est dit, on va encore en nommer un. Dans le même temps, tu as des mecs qui ont essayé de passer par des Qataris, le temps que ça remonte, etc. La seule vérité aujourd'hui, c'est que le patron, c'est Thomas Tuchel. C'est la première fois dans l'histoire du Paris Saint-Germain que l'entraîneur, enfin, sur l'ère cet actionnariat-là, l'entraîneur a autant de pouvoir. C'est l'entraîneur qui a décidé des recrues, même si Splay en off a décidé que non, c'était pas ses premiers choix. Alors, je veux bien croire que c'était pas ses premiers choix, mais les recrues viennent de lui. C'est lui qui a même entamé des négociations. Je peux même te dire que les derniers jours du mercato, il avait finalisé l'arrivée en prêt d'un milieu néerlandais de Wolfsburg qui est finalement parti à Porto. Je me souviens jamais de son nom. Ah, Batsbauer ou je sais plus quoi. Exactement. Et c'est Antero qui a tout fait pour niquer la piste. Dans le même temps, Antero, il voulait ramener par le bon qui Jorab chiant Alexis Sanchez. Ça rimait à rien. Je veux dire, comment ton directeur sportif peut te le dire sportivement, ouais, on a besoin d'Alexis Sanchez? Et Boateng, il a été savonné par Enrique ou? J'en sais rien. Ça, je sais pas. Mais ce que je peux Dallas. te dire, et au milieu, il y a Maxwell. Attends, au milieu, il y a Maxwell. Oui, 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 oui. Mais personne ne sait à quoi il sert. Mais oui, mais en même temps, il est sur le banc, puis en même temps, il est décideur, puis en même temps, tu le vois. Mais oui, mais c'est lui que tu vois en train de signer des joueurs, les joueurs pros, c'est lui que tu vois en train de signer les À un jeunes. moment, on nous a dit qu'il était à la formation. Alors, c'est lui qui signe les jeunes, ça c'est sûr. Il est à chaque fois sur les photos. Si, il est sur les photos. Oui, mais il est seul avec les jeunes. À chaque fois, il est accompagné, il n'est pas seul, mais il est là pour signer les pros. Il est sur le banc. C'est quoi? Ah, mais l'année dernière, il appelait l'entraîneur de l'équipe réserve pour lui dire, ouais, tel jeune, ils vont en équipe première demain à l'entraînement. Ça, je sais qu'il le faisait, il faisait le suivi des joueurs prêtés. Okay. Bref, en gros, c'est un fourre-tout pas possible. Et je peux te dire que la plupart des agents et des intermédiaires ne veulent plus. Enfin, il y en a plein qui ont dit, j'en ai marre de travailler avec le Paris Saint-Germain parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Et on ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas comment faire avancer les dossiers. Honnêtement, ça a été un sketch cet été. Je pense que tout le monde l'a vu. Enfin, le meilleur exemple étant Lo Celso, où là, on est dans le surréalisme le plus total. Maintenant, donc, je pourrais pas te dire qui fait quoi au club. La seule chose que je peux te dire, c'est que ça se décide au Qatar, que Nasser, on lui a enlevé tout pouvoir. Qu'Antero Henrique, je vais te raconter une anecdote qui est quand même terrible, mais tu as des gens du Peninsula, donc un grand hôtel à Paris, vers l'avenue Kléber, appartenant au Qatar, qu'à un moment donné, ont appelé les décideurs qataris en disant, vous savez que votre directeur sportif, il est en train de se mettre des murges tous les jours en plein mois d'août chez nous? Les mecs, c'était la roue libre à tous les niveaux. Ça a énervé beaucoup de personnes, les joueurs aussi. Par contre, je peux te dire qu'actuellement, Thomas Tuchel, il est en ligne directe avec l'émir. Et je te garantis, c'est-à-dire qu'il a fait comprendre, j'en ai ras le cul de passer par 50 000 mecs. Donc, pour moi, on s'achemine vers un pouvoir très fort donné à l'entraîneur, avec une ligne directe vis-à-vis de l'émir, mais ça veut dire autre chose, ça veut dire que même Nasser, il n'est pas capable de faire le lien. C'est un manager à l'anglaise, quoi.
Mais ça n'existe plus, ça, quasiment aujourd'hui. Ouais. Les entraîneurs qui négocient avec les agents comme ça, autant. Donc, on attend un changement de la direction sportive que tout le monde attend au club. Ils veulent tous virer Antero Henrique, hein, tous. Bah, pour le moment, il est encore là. Avec Nasser part, je pense. Ah, je sais pas, ça, j'en sais rien, mais c'est. En fait, tu te dis comment un club qui est aussi bien géré dans l'administratif et dans le marketing et tout ça peut être aussi cacophonique dans la direction sportive. C'est quand même un concept, hein. C'est fou. Alors, ça fait peut-être pas plaisir à entendre et tout ça, mais vraiment, aujourd'hui, qui fait quoi? Bah, aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui doit malheureusement tout faire, qui n'est pas aidé. T'as un mec comme Luis Ferrer aussi, qui fait partie de la cellule de recrutement, qui a pris du galon avec Antero Henrique. Qu'est-ce qui va devenir? Je sais pas. Je te dis, aujourd'hui, faire une prédiction de qui va renforcer la cellule sportive et comment ils vont s'organiser, on ne sait pas du tout parce qu'il y en a qui ont peur de perdre leurs privilèges. La seule chose dont je suis certain, c'est que ça se décide au Qatar. Et que pour savoir ce qui va se passer, bah bonne chance, hein. Parce que les mecs là-bas, pour les approcher, déjà, il faut les connaître et tout. C'est impossible. C'est pour ça que tu as vu des recrues que personne n'a attendu. Parce que tout s'est pris au Qatar. Et c'est une des premières fois où il y a autant de décisions, même le fin mot, ils se feront toujours au Qatar. Mais là, à ce point-là, c'est eux qui ont repris totalement le contrôle sur le club. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer ces prochains mois parce qu'il y a beaucoup de gens au Qatar aussi qui ont envie d'avoir le poste de Nasser. Nasser a beaucoup d'ennemis au Qatar, beaucoup d'amis aussi, mais il y en a beaucoup qui sont jaloux de lui parce que, entre guillemets, on dit oui, il a trop de missions diplomatiques, on le met trop en valeur, etc. Ça, c'est dans n'importe quel contexte que tu vois ça. Même tu prends dans une école, tu sais, le mec un peu populaire vis-à-vis des filles, il y en a qui sont jaloux, bah là c'est pareil. Donc je sais pas ce qui va advenir. La seule chose que je peux te dire aussi, c'est que Nasser travaille énormément, mais très peu sur le Paris Saint-Germain. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, moi dans ce que tu dis, tu vois, Ça ne surprend plus. mais il y a un moment, mais il y a un moment où c'est important que les choses soient nommées et de savoir qui tu as comme président, qui tu as comme, enfin, Romain, tu parles d'une cacophonie complète pour les agents, et c'est la même pour les supporters en fait. Et Même pour les employés, hein. oui, voilà, enfin, c'est pour tous les intervenants et il y a un moment où ça vient du fait qu'il y ait une hiérarchie qui n'est pas claire et qu'il y ait un patron qui ne prend pas le rôle de patron et puis personne ne comprend rien et il y a un moment où il va falloir que ça. Bah, le patron, c'est Jean-Claude Blanc. Voilà. Tout le domaine de Jean-Claude Blanc, bizarrement, il est exceptionnel. Qu'il soit nommé, ok, bon bah maintenant ça serait parfait. Enfin moi en tant que supporter, je serais très content que Jean-Claude Blanc soit nommé directeur du Paris Saint-Germain. Il a montré sa valeur, il a montré sa cohérence. Oui, président, je veux dire, il a montré sa cohérence. En plus de ça, il pense pas mieux connaître le sportif que les gens qui s'occupent du sportif, donc il serait capable de donner le pouvoir là où il faut, mais que ce soit nommé, parce que tant que c'est pas nommé, c'est pas clair. Et C'est un tant que c'est pas crack, clair, c'est un taulier. Je oui, pense que si le club a avancé, c'est en grande partie parce que c'est lui. Je pense que c'est la personne la plus importante du Paris Saint-Germain. je, je connais sans doute moins que toi, mais qu'on le nomme, quoi. Que on dise, bon, bah voilà, Jean-Claude Blanc sera le Ils vont président. pas nommer un non qatari. Je doute sincèrement que le Qatar nomme un non qatari à la tête du club. Oui, c'est sûr. Par contre, je peux te dire qu'il y en a un qui rêve de ce poste-là, c'est Nicolas Sarkozy. Alors ça, putain, c'est même plus un rêve. Mais tu vois, t'as Sarkozy qui des fois a déjà fait des meetings à la Villa Médicis, je crois, si je dis pas de conneries, avec des décideurs aussi footballistiques. Le mec, il est pas dans l'organigramme. Tu te dis, c'est pourquoi? Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Je vais quand même t'en dire une autre. Mais des fois, t'as des gens au Qatar, pour le PSG, demandent conseil à Guardiola. Mais, enfin, J'ai pas compris. On va conseiller à Guardiola pour le PSG. Ils vont conseiller à Guardiola d'aller au PSG? non, il y a des décideurs qataris du comité olympique qui lui demandent son avis. Et toi, t'en penses quoi de lui, de ci, de là? Ok, d'accord. Peut-être lui qui a conseillé Tourelle. Bah, rigole pas, mais c'est possible. Bon. On va passer à la question suivante. Donc, Paris est au centre du FPF. C'est le grand méchant. Le deuxième grand méchant étant Manchester City. Le troisième étant Monaco. Oui. Et toi, tu as quelle lecture sur cette jolie invention estampillée UEFA aujourd'hui? Alors, il y a un point positif dans le FPF, c'est que ça a permis de réduire les dettes et les impayés de plein de clubs en Europe. Et ça, faut pas le nier. Parce que au bout d'un moment, les clubs comme la Lazio, comme Leeds, comme Portsmouth, comme plein de clubs turcs, c'était n'importe quoi. L'UEFA, ils ont fait ça pour plusieurs raisons. La première étant qu'ils ont peur de la ligue privée des grands clubs. Parce que si les grands clubs se barrent et forment leur truc, bah, l'UEFA, ils sont morts. Donc il y a évidemment ce poids, on va appeler ça ce cartel, qui est réel, notamment du Bayern Munich et du Barça. Surtout le Bayern. Je pense que le Bayern, c'est quasiment le club le plus faux cul du monde. Les dirigeants du Bayern, c'est exceptionnel parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. Et les mecs donnent des leçons de morale à tout le monde. Je trouve ça magnifique.
Euh, de l'autre côté, ils étaient aussi emberlificotés parce que vu qu'il y avait énormément d'impayés, il y avait un risque qu'un jour ça se pète la gueule quand même. Donc, ils ont fait ça pour des intérêts. Maintenant, ne pas compter les dettes passées, c'est une blague déjà. Je rappelle que dans le FPF, tu peux être endetté de 500 millions, mais si c'est avant le FPF, ben on s'en fout, d'accord, tout va bien. Euh, Moi, je pense qu'il faut des objets de régulation, mais je pense pas que le FPF est adapté du tout. Après, d'un côté, je peux comprendre de dire voilà, on peut pas trop faire de pertes, etc. Mais pour moi, c'est pas ça le. Pour moi, il est inique, il est mal fait, surtout en fait quand tu vois avec Football League, ça tu le vois bien qu'en fait l'UEFA il maîtrise rien du tout. Et moi, j'en reviens toujours à la même fait. Comment une institution qui n'arrive pas à se réguler elle-même peut essayer de réguler ce qui se passe ailleurs? Voilà. Et puis je pense qu'il y a bien plus grave que ça. Je veux dire, ok, il y a de l'évasion fiscale, de ci, de là, je suis d'accord, je vais pas te dire que c'est bien. Mais tu as aussi des clubs où les joueurs ont confisqué leur passeport, etc. Est-ce que c'est pas plus grave? Tu vois. C'est sûr. Donc, avant de réguler certaines choses, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de réguler justement ce genre de truc? Tu vois. Moi, c'est un truc de priorité. Parce que l'UEFA qui dit être pour le beautiful game, etc., putain, c'est une blague. Mais justement, cet argument qui consiste à dire qu'à l'arrivée, le constat du FPF est là pour protéger les gros clubs et surtout d'empêcher que des nouveaux clubs puissent Non, atteindre c'est une réalité. C'est une réalité. ben c'est un petit peu en contradiction avec ce que tu disais de positif du FPF au début, quoi. Non, mais moi, je te parle des autres clubs. Je te parle de tous les clubs qui étaient endettés à mort, qui n'arrivaient pas à payer des joueurs et notamment des prestataires. Et tous ceux-là qui vivent au-dessus de leurs moyens, les clubs, on va dire, moyens en Europe, il y a eu énormément de réductions. J'avais lu une étude qui avait été faite à ce sujet-là, et là, c'était très positif à ce sujet-là. Maintenant, pour les très gros clubs, on veut un statu quo, je te dis. Moi, ça me fait énormément penser à une idée un peu de Ligue NBA, tu vois, c'est-à-dire il n'y a plus de descente, plus de montée. Les gros clubs veulent un peu ça. Écoute, La je fameuse vois le côté positif du FPF pour les plus petits à ce niveau-là vis-à-vis des dettes et tout ça, mais honnêtement, c'est ridicule quoi. Ils sont pas capables de prendre une putain de décision pour le PSG, par exemple. C'est ridicule. Au bout d'un moment, prends une décision. Là, c'est quoi? On rejuge, on rejuge, on rejuge. Putain, mais oh. Je veux dire, même s'il y a eu une surcote du contrat QTA, etc., le problème, c'est que ça peut créer un dangereux précédent. Parce qu'à la rigueur, le PSG pourrait dire, ouais, mais attends, c'était quel. Je me rappelle plus quel club, mais il y a un équipementier qui est sponsor du club et en même temps, il est son contrat sponsoring. Et d'un coup, son contrat sponsoring a doublé ou triplé. Mais on pourrait très bien dire, est-ce que c'est pas surjoué vis-à-vis du marché, etc. Donc, honnêtement, honnêtement, c'est un joyeux bordel. Pour moi, c'est une vaste fumisterie, tout ce qui concerne l'UEFA et tout ça. Ils ont juste peur. Ils ont juste peur de la menace, comme tu le rappelais, de la fameuse Super League et de la demande des clubs d'être élus pour 20 ans. Je suis pas les seuls à avoir peur d'une Super League. Et etc. Et je me permets de rappeler que j'ai découvert, parce que Bayern, moi, je voyais déjà avec Rummenigge, il y a la Juve. J'ai découvert qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été rappelées sur les propos de la Juve, notamment par rapport à la Super League, et qu'elle tient un rôle beaucoup plus discret que celui du Bayern, mais qu'en soi, elle en fait beaucoup plus que ce qu'elle semble en faire. Bien sûr. Ah, mais c'est assez ridicule, c'est des arrangements entre petits amis. Ils essaient... À la rigueur, je vais te dire, un des mecs les plus propres à ce sujet-là, enfin propre entre guillemets, hein, mais c'est Florentino Pérez. Il emmerde tout le monde et il te le dit sans problème. Tu vois, à la rigueur, je préfère un Florentino Pérez. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là vis-à-vis de Lopetegui, etc., genre, il emmerde tout le monde et il se cache pas, tu vois. Tandis que la Juve et le Bayern, c'est très sournois. C'était quoi l'OPTI déjà? On va virer l'Espagne avant la Coupe du Monde parce qu'ils le nomment juste avant. Ouais, mais Tout le monde le savent. Je pense que les gens l'ont su. Mais c'était volontaire de le faire avant la Coupe du Monde, du coup. Je sais pas, mais je pense que le Real Madrid, pour Florentino Pérez, ça passe au-dessus de tout, il en a rien à branler du reste. Alors qu'au moment où on se parle, tu vois, on parlait de Football League, etc., mais il y a aussi pas que Football League, parce que là, visiblement, il y a 3 joueurs de foot ayant joué à Chypre, on leur a filé des produits un peu suspects, et aujourd'hui se retrouvent avec de grandes séquelles cardiaques. Donc, est-ce que c'est pas plus important de lutter sur ça que de péter les couilles avec le FPF? Ah, voilà. C'est gravissime quand même. Hein. Ouais, bien sûr, mais oui, quels sont les trucs 4 joueurs passés à Chypre, qui aujourd'hui ont des graves séquelles cardiaques à cause des produits qu'on leur a admis à Chypre.
tous les Italiens des années 60-70 qui avaient tous la maladie de Charcot, et notamment. Et tu peux parler de la gestion des enfants, la non-protection, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à l'esclavage. Il y a des zones d'ombre qui sont sales et qui malheureusement sont aux yeux de tous pour peu qu'on ferme notre gueule. Et, tu vois, c'est pour ça que le PSG, on peut être critique sur plein de choses. Moi, je le suis sur certaines choses, mais jamais je vais comparer le PSG avec la grande criminalité. Tu vois, il y a des clubs aujourd'hui qui sont liés à la grande criminalité. Donc quand on parle du PSG, c'est sale, etc., on va se calmer. Il y a bien plus sale que ça, tu vois. Je préfère la direction du PSG à la direction du Barça, tu vois. Hein, je rappelle Sandro Rosell et ses liens avec notamment un Roumain du nom de Nicu Guehara, etc. Pour ceux qui sont intéressés, ils tapent. Hein. Tu vois. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'organisation criminelle, elle n'est pas au Paris Saint-Germain, mais elle est beaucoup plus en Catalogne. Tu vois. Ouais, non, c'est entendu. Tu viens de te remettre tes supporters parisiens dans la poche. Non, mais moi je cherche pas à me mettre personne dans la poche, c'est juste un constat. Après, si les fans parisiens sont pas capables d'accepter que leur direction sportive elle est cacophonique et qu'il y a personne qui comprend rien, ils en sont conscients, je pense de ça. Lo Celso, c'est le meilleur exemple. Enfin, voilà. Le cas Lo Celso résume à tout seul l'été parisien. Voilà. Il y a beaucoup de supporters qui se posent des questions aussi, notamment sur l'absence de communication parfois du PSG. Donc, est-ce que c'est une stratégie ou plus globalement, c'est quoi la stratégie C'est une stratégie. Avec les médias, ouais. Mais c'est une stratégie et en fait, c'est une belle stratégie parce qu'ils ont réussi leur coup. Ils font la politique de l'autruche, toujours diplomate, on dit rien. Mais en faisant ça, t'as le sentiment que chaque fan a besoin de défendre son club, comme si personne ne le défendait. Et je pense que si aujourd'hui t'as autant de fans qui sont dans l'excès et qui ont l'impression de défendre leur club parce qu'il n'y a qu'eux, ils ont réussi leur coup, les dirigeants du PSG. Regarde. Aujourd'hui, maintenant, t'aboies directement. Oui, non. Je pense qu'ils ont réussi leur coup. Après, ça va dans la politique de la diplomatie internationale qatari. Par contre, à l'inverse, je trouve que la communication sportive du club, notamment avant un grand événement, est toujours catastrophique. Et même après. Hein. Non, mais à la rigueur, je vais te dire une anecdote. Nasser, qui célèbre autant la victoire contre Liverpool, je la comprends parce qu'il sait très bien que si jamais le PSG était éliminé et était relégué en Europa League, je pense que la direction, elle allait prendre un aller simple sans billet retour, tu vois. Ah ouais, donc mais tu peux parler aussi du match, le match juste avant le match Liverpool, c'était contre Toulouse. Non, c'était contre Toulouse, où Paris fait un match pitoyable, qu'on gagne, mais on fait un match pitoyable, faut appeler un chat. Et tu as les joueurs qui après vont saluer le public après une prestation pitoyable. Alors moi je comprends tout à fait, enfin le fait d'aller saluer le public parce qu'il y a mais tu vas le faire après un match pitoyable, jamais si tu fais ça spontanément. Et puis après toutes les déclarations en mode hier, oui on a bien joué, etc., la communication. Le FC déclaration. Elle est assez hallucinante à Paris. Ah mais c'est le FC déclaration, mais ils ont vu que ça marchait avec la plupart des gens. Je te dis, l'image c'est un pouvoir incroyable, on peut faire croire n'importe quoi. Tu sais, quand ils filment un petit peu l'entraînement du vendredi là, ouais. Et à chaque fois tu voyais Antero Henrique parler avec Tourelle, etc. Mais tu crois pas que c'est pas prendre les gens pour des cons? Sachant que je la redis cette histoire-là. Hein. Mais quand Thiago Silva, après le match contre Liverpool à l'aller, il dit oui, il demandait à Antero Henrique pour le mercato, enfin il lui envoie un scud quoi. Le lendemain, tu as le service communication du Paris Saint-Germain qui a contacté divers journalistes pour leur dire ouais, faut relayer la news. Donc c'était prémédité. Les mecs ont fait exprès d'aller taper sur. Et d'ailleurs, pareil, quand ils réclament à certains journalistes de taper sur Adrien Rabiot et d'encenser Presnel Kimpembe. Tu vois, donc. Taper sur Rabiot, j'ai l'impression qu'ils l'encensent tous. Mais... il y a eu des séquences, il y a eu de tout. Mais majoritairement, ouais, mais il y a eu quand même quelques petites séquences. Non, après, t'as je crois que Rabiot a des bons amis dans la presse. Non, mais après, Rabiot, bon, après, il contre-attaque avec sa maman, etc. Bon, après, ça, je suis pas dans le secret des dieux, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que quand ils font autant de déclarations, etc., mais c'est pas que le PSG, c'est quasiment tout le monde, en fait, vu qu'ils contrôlent maintenant tout part de leurs propres médias, etc., oublie pas, tout est tellement contrôlé que je te dis, honnêtement, ils peuvent faire croire aux gens n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est des fois le boulot, et c'est pour ça que les fans sont pas contents. De trouver un peu d'authenticité et de sincérité, c'est dur. C'est pour ça qu'un mec comme Verratti, à la rigueur, tu vois, un mec comme Verratti, je peux comprendre, il a plein de défauts, mais c'est un mec vrai. S'il y a un truc qui lui plaît pas, bah voilà, ça se voit. Et je préfère un mec comme Verratti, qui est pas parfait, qu'un mec qui veut
être le cheval blanc d'Henri IV comme Jacques-Henri Hérault ou d'autres personnes dans le football français qui veulent être plus blanc que blanc, genre regardez-moi, je suis parfait. Je préfère les écorcher vifs comme Marco, tu vois. Au moins il y a un peu d'authenticité. On sera d'accord. On en a un peu parlé tout à l'heure de Tourelle et notamment du fonctionnement du club, mais est-ce qu'il a été surpris, lui, par le fonctionnement du club ou il s'y attendait? Ah, t'es forcément surpris par certains trucs. Oui, je pense que je suis pas dans sa tête, mais j'imagine qu'il y a des choses qui ont dû le surprendre, euh, notamment dans la mentalité de certains jeunes aussi. C'est-à-dire, on arrive en retard à l'entraînement, c'est normal, ce genre de truc. Mais ça a quand même pas mal changé. Je sais que plusieurs fois, il a dit qu'il a l'impression de faire de la garderie au début, que chaque semaine, il y avait un nouveau problème. Mais je pense aussi qu'il a été surpris par le niveau de certains joueurs qui sont vraiment des cracks. Et même si tu le vois à la télé, quand tu t'entraînes tous les jours avec des mecs comme Buffon, Verratti, Silva, Neymar et d'autres, je pense que tu es aussi très agréablement surpris. Maintenant, j'imagine quand même qu'il attendait son équipe meilleure collectivement. Quand même. C'est bien beau de tout gagner en Ligue 1, mais je trouve que ça manque, et je pense, et je sais quand même un petit peu, que le staff attend plus collectivement du Paris Saint-Germain. Par contre, ils sont contents de la réaction mentale, globalement, depuis le début de saison jusqu'à aujourd'hui. Il y a une vraie progression à ce niveau-là, dans la détermination, dans plein de choses. Mais ça manque toujours un petit peu de fluidité collective, et je sais qu'ils veulent travailler dessus à fond. Euh, je sais aussi que voilà, les réactions disproportionnées après Liverpool n'ont pas vraiment plu. Que c'est un mec qui veut toujours que son équipe reste concentrée, etc. Faut célébrer, mais faut toujours être respectueux. Et je pense qu'il a été peut-être un peu surpris de ça aussi. C'est des fois on va dire le fait qu'un peu d'être dans son monde. Mais globalement, je peux te dire que quel coach n'aimerait pas coacher le PSG, même si, bien évidemment, tu as ses limites comme ici et là. Mais quand même, enfin, je veux dire, t'as un champ de possibilités quasiment infini avec cette équipe. Même si t'as pas beaucoup de milieu de terrain, etc. C'est un vrai casse-tête. Donc j'imagine que quand tu es un grand entraîneur, ça doit être un plaisir à coacher. Et on le voit dans ce que tu dis collectivement et tactiquement, où c'est un coach ambitieux. Et c'est vrai qu'à Naples, contre Liverpool, il est revenu à un plan de jeu plus basique, on va dire. Et Ouais. Et même si tu gagnes contre Liverpool, tu gagnes d'ailleurs avec une méthode que le PSG n'avait pas l'habitude. Tu as gagné avec le courage et la détermination et plus que le talent. Ce qui est peut-être un des meilleurs signes pour le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Parce que le talent, tu l'as. Mais dans l'attitude, là, tu as joué comme une équipe. Et ça faisait très longtemps que le PSG n'avait pas joué comme une équipe. Par contre, c'est vrai que tu gagnes aussi parce que tu as Marco Verratti. Et le problème, il est là, c'est que tu sais, et ça, ils le savent très bien, que toute la saison du PSG dépend de Marco Verratti. Ce qui est quand même assez triste, par contre. Parce que s'il n'est pas là, tu fais quoi? Tu as vu la position moyenne des joueurs sur ce match? C'est assez impressionnant. Tu oublies les 4-2-3-1, je sais pas quoi. Tu vois un rond avec Marco Verratti au centre. Et tous les joueurs forment un rond, en fait. Et tu as un cercle, donc c'est du 1 plus 9. Et le 9, c'est un cercle. Et c'est très très particulier. Verratti, on lui a dit prends la balle dans les pieds. Et puis, mais oublions pas sur ce match. Et justement, j'aurais pas dit que c'était basique ce qui s'est passé à Liverpool. Et je voulais dire, n'oublions pas sur ce match aussi l'abattage absolument hallucinant qu'a fait Marquinhos sur ce match. Oui, mais c'est un plan basique quand tu parles d'une relance écarté côté. Ben, c'est là le paradoxe. Bon, après, on va pas podcaster sur le match, mais tu as le premier quart d'heure qui est juste hallucinant où Liverpool comprend même pas ce qui se passe. Les 10 premières minutes et bon après on se met à défendre et voilà. Bon, on va pas faire le podcast sur le match. Ouais, mais si tu regardes, tu l'as gagné avec des valeurs qu'on n'attendait peut-être pas forcément du Paris Saint-Germain. Arrivé, oui. Ça c'est sûr, oui. Et c'est une très bonne chose donc je pense que le coach est content, mais par contre c'est vrai que collectivement dans la fluidité du jeu, c'est pas encore totalement ça. Bah, surtout quand on connaît Tourelle, oui, son amour du jeu. Disons. Et c'est pour ça que le plus terrible, c'est que je te le redis, hein, c'est comme toutes les dernières années au PSG, tu joues ta saison avec Verratti. Si Verratti est pas là, qu'est-ce que tu fais? Il est jamais là en février généralement. Espérons que ça change. T'as aucune personne encore pour le remplacer. Enfin, Marquinhos, c'est un ça c'est sûr. Bah, on a fait un bon milieu en 6 ans, c'était Lo Celso. Mais bon. Oui, parce que Draxler, c'est pas vraiment son rôle. Rabiot, il n'est pas capable de faire ça. Lassana Diarra, il veut prendre la retraite. Enfin, tu mets qui? Et puis Lassana Diarra, faut mieux qu'il prenne la retraite parce que j'ai pas trop envie de le voir dans ce rôle perso. Mais c'est un autre débat. Non, mais personne n'a envie de le voir sur le terrain, je te rassure au club. Bah, on le remarque bien de toute façon. Il a disparu après la première journée. Bah, même Kevin Riemann, j'ai l'impression, il est au-dessus dans la hiérarchie quasiment. Et sinon, est-ce que tu as des infos sur la relation Tourelle avec son vestiaire, si ça se passe bien? Ça a l'air de bien se passer. Oui. Après, je dirais que Tourelle, certaines personnes du PSG sont. Enfin, comment te dire?
cette année, tout le monde sait tout. Tu remarqueras que cette année, c'est déjà qu'au PSG, il y a toujours des problèmes de fuite, mais alors cette année, c'est open bar. Hein. Cette année, moi, je peux te dire, les mecs de l'équipe, ils en rigolent, ils disent on n'a jamais eu autant de sources au club. Faut vraiment que Rabiot parte. Ah non, mais c'est pas, non, mais attends, mais c'est pas que Rabiot, tout le monde parle. Je peux te dire, des mecs du staff, de la direction sportive, des employés lambda, des anciens employés, des mecs de la direction, des joueurs, tout le monde parle, tout le monde, parce qu'en fait, ça te montre que le club, il y a un souci en interne. Quand il y a autant de gens qui parlent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de patron. Non, oui, ben, à ça, et puis il y a un manque de communication entre les parties, en fait. T'as un manque de liant. Je te dis, par exemple, à la formation, ils sont quand même trois pour le même poste. Bah, forcément, ça crée des problèmes. Donc, cette année, tu sais un peu tout. Tu sais quand Tourelle, etc., les réunions, ce qui me fait marrer, parce que Unai, on dirait, il a jamais fait de réunion individuelle avec les joueurs, tu vois. Ou Ancelotti, etc. Donc, après, sur le vestiaire, c'est un vestiaire qui est globalement, qui est pas si compliqué que ça à gérer. Tu qualifierais de Honnêtement, sain. je pense que Neymar n'est pas si compliqué que ça à gérer. Est-ce Loin que de tu, là. est-ce que tu qualifierais le vestiaire parisien de sain? Non, Et parce que le capitaine, voilà. Mais à part ça, oui. Je veux dire, t'as Buffon, t'as des super mecs de vestiaire. Marquinhos, Mais c'est un bon gars de vestiaire. c'est la question qui vient. Mais c'est si. Et je vais te dire, moi, j'en ai strictement encore rien à branler. Au PSG, il y a toujours cette idée du clan brésilien. Ça reste, etc. machin et tout. Dans le vestiaire, ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a des joueurs qui se disent, je vais me faire pote avec eux pour être bien vu. Mais ça, tu le vois dans tous les vestiaires de tous les niveaux du monde entier. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids, tu vois. C'est-à-dire que l'année dernière, tu avais quand même le petit clan, tu vois, Berchiche, Lo Celso, Pastore, Cavani, Di Maria, Areola. Donc là, par contre, clairement, tu as Cavani qui est tout seul dans le vestiaire, ça c'est certain. Et si c'est aussi isolé de lui-même, hein, c'est pas les autres. Mais il n'y a pas de haine envers Cavani, tu vois. Tu vois, Neymar, Cavani, il n'y a pas de haine spécialement. C'est genre qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, etc. Mais je voulais en profiter de ça, tu vois, qu'on dit Neymar. Mais Neymar, je pense qu'il est beaucoup plus facile à gérer qu'on le croit à ce niveau-là dans un vestiaire. Je suis Et convaincu. vraiment, il est beaucoup plus, je vais même aller plus loin, il est beaucoup plus leader qu'un Thiago Silva. Et je pense que bon, le vrai leader du groupe là aujourd'hui c'est Buffon. Alors attends, justement, parce que là, tu empiètes complètement sur Mais la vas-y. prochaine question, donc je te la pose. Quels sont pour toi les leaders positifs dans le vestiaire? On parle des joueurs aujourd'hui à Paris. Buffon, Neymar, parce que Neymar il veut toujours gagner. Même les jeux d'entraînement il veut toujours gagner. Des fois il peut être chiant, etc. Mais il veut toujours gagner et il veut être le meilleur du monde. Donc le problème de Neymar, c'est pas le Neymar spécialement, c'est que des fois on lui passe tellement de trucs que bon le mec peut se dire. Mais globalement dans le vestiaire c'est pas un mec qui va te poser des emmerdes. Bah écoute, en leader tu me dis? Ouais, non, pas seulement les leaders positifs. Ah, parce qu'en leader, bah, à part Buffon Neymar, il n'y a pas dans le caractère. Vas-y, raconte-nous un Ouais, petit peu parce qu'après, il y a les Buffon. autres. Raconte-nous un peu Buffon. À Buffon, je vais te donner une anecdote au début. Déjà, il était surpris, pareil, que des joueurs, en gros, ils perdent les jeux d'entraînement, c'est pas grave. Ça l'avait choqué. Après, Buffon, il est toujours dans le dialogue. C'est pas le mec qui va toujours te parler, mais c'est en fait le mec qui va leur montrer que déjà, il a toujours faim, il a toujours le sourire, et même s'il a son âge, etc., il se donne à fond, il veut tout faire. Et en fait, c'est un mec qui hait la défaite et qui leur montre qu'il va toujours être dans le côté pour sortir le mieux de quelqu'un. Et c'est un excellent relais du staff. Honnêtement, c'est un mec, c'est peut-être une des meilleures recrues du PSG, je pense. C'est typiquement le genre de mec dont tu avais besoin. Et même, je trouve que sportivement, enfin, faut voir le match qu'il fait à Naples, etc. Enfin, je trouve très, très, très solide. Donc à ce niveau-là, il est top. Il veille beaucoup aussi sur Verratti, je peux te dire. On prend le rôle de Zlatan. En même temps, oui, c'est pour aussi sur la squadra azzurra. Après, dans les leaders de vestiaire, je te dis, t'en as pas vraiment. Après, un mec comme Marquinhos, c'est un bon gars à avoir dans un vestiaire parce qu'il s'entend avec tout le monde, il est gentil avec tout le monde. T'en as un qui est un leader, c'est Kimpembe. Kimpembe, c'est le leader avec les jeunes. C'est-à-dire quand un jeune vient en équipe première, il le fait asseoir à côté de lui, etc. Il prend son rôle très 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 à cœur. Donc lui, c'est quelque part aussi un leader. Je pense que lui a vraiment la mentalité peut-être à terme un jour d'être capitaine d'une équipe. C'est vraiment un mec qui a pas peur. Et C'est un Alves, mec. Faut juste que ça se concrétise sur le terrain. Alves, Alves, c'est un mec ouais important, mais je suis pas persuadé. Je pense qu'Alves, tu vois, je pense que Neymar est 3 fois plus facile à gérer qu'Alves.
Et juste sur Buffon, tu as eu cette séquence hallucinante, je sais pas si tu te souviens, le jour Avec Mbappé. le jour où Mbappé est en retard et où il lui parle. Et c'est une séquence qui est à la fois rassurante et puissante. Mais c'est un crack, Buffon. C'est un exemple. Quand on arrive là, puis c'est l'humilité du gars. Le mec, je dis, toujours à bosser, toujours à encourager les jeunes, jamais à prendre de haut les mecs, à les écouter. Et en fait, il essaie toujours de sortir le positif. Par contre, c'est un mec, aussi, je sais que 2-3 fois, il a repris des joueurs en mode mais tu te crois où le Paris Saint-Germain? T'es pas. Notamment un latéral gauche qui avait tendance à feignanter sur certains trucs. Euh, Ouais, attends, je sais pas, j'ai comme un doute. ouais, on a des doutes sur le latéral gauche. Mais donc lui, oui, après, t'as un mec comme Marquinhos qui est important dans un vestiaire, parce qu'il parle avec tout le monde, tu sais, il fait pas de la politique. Parce que ce qui est important dans le vestiaire, c'est d'avoir des mecs, tu vois, qui se prennent pas trop la tête. Donc t'as Kimpembe, Marquinhos qui parle avec tout le monde. Trapp était assez important dans le vestiaire, même il est plus brésilien que les Brésiliens, t'as l'impression. Euh, T'as qui dans le vestiaire? Bon, leader, t'en as pas beaucoup dans le club. Cavani, c'est un leader d'exemple. C'est un leader avec l'Uruguay. Avec le PSG, non, c'est pas le cas. On va revenir sur Cavani. C'est pour ça que le brassard, c'est vrai que. Non, non, non. Avec l'Uruguay, il pourrait l'avoir. Avec le PSG, Eddy, c'est un mec, il est toujours vu comme un mec un peu bizarre, un peu différent. Il l'est, hein. Il y a de ses... Justement, Il a une personnalité qui fait que on peut le considérer comme un mec vraiment étrange. Et surtout que là, vu qu'il n'était pas très heureux, également avec des trucs dans sa vie privée, quand il est pas bien, il s'isole. Il fait comme le chasseur, si tu veux. j'ai une question. Alors j'ai deux questions, dans l'une. Enfin, je t'ai entendu parler sur Cavani et de son malheur, et moi j'ai une question. Est-ce que Cavani est Tourelle compatible, dans le sens où est-ce que Tourelle n'attend pas qu'un avant-centre ne fasse pas forcément autant de retours? Et au-delà de ça, Cavani, c'est quand même un joli bordel pour un joueur qui, rappelons-le, et ça a un sens particulièrement aujourd'hui, vu qu'il y a des joueurs qui ont gagné leur champ rien qu'en venant. Lui, il a gagné son champ avec sa sueur. Le dernier à l'avoir fait, je pense que c'était Paul Étage. Je ne sais pas s'il y en a un dans l'intervalle. On en est où avec Cavani? Bon, je pense que ça. De toute façon, c'est simple, Cavani. Plus il court sur le terrain, plus il est heureux. Si tu regardes depuis le début de saison, il court beaucoup moins que les dernières saisons. Il fait beaucoup moins d'efforts. Qui lui demande? Physiquement, il a eu un peu de mal à revenir avec ses petites blessures et tout, mais. Et je te dis que quand il est vraiment heureux, quand il est bien dans une équipe, c'est quand il a 3000%. Tu vois la différence avec l'équipe du Uruguay et le PSG. Moi, je vais te dire, je vais pas mettre la faute sur n'importe qui. Ça fait 1 an et demi qu'ils essayent de jouer Cavani, Neymar, Mbappé, ça va pas ensemble. C'est pas grave, ça arrive des fois. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que les trois n'y arrivent pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais moi, c'est pour ça que je pense, si tu veux miser sur Neymar et Mbappé ou moins un des deux, et qu'Eddie parte, moi ça me choquerait pas. Je pense qu'il faut se quitter bons amis. Mais là, je vois pas l'intérêt de continuer sur quelque chose qui ne marche pas pour les trois. Ils ont essayé, ils n'y arrivent pas. Écoute, maintenant, est-ce qu'il est Tourelle compatible? Je vois pas pourquoi on serait pas Tourelle compatible. C'est un grand coach. Maintenant, c'est sûr que pour lui, c'est toujours lui qui sort en premier, etc. Forcément, ça pèse. De toute façon, un joueur, quand il sort et qu'il joue moins, il va toujours te dire que le coach qui le faisait plus jouer, il est meilleur, tu vois. Maintenant, je suis réaliste, même si Cavani, je pense, une personne très intéressante en dehors du terrain. Aujourd'hui, il fait moins d'efforts qu'avant, et s'il fait moins d'efforts qu'avant, il est moins utile à l'équipe. Même si des fois, je le vois aussi courir un peu de partout, c'est bien. Mais il est pas heureux, et puis surtout, soit ils le comprennent pas, mais après, il faut pas être non plus taré. Je me rappelle d'un match, je me rappelle plus contre qui, où tu avais Rabiot qui a 50 000 options de lui mettre en profondeur en première intention, il lui met jamais, parce qu'il veut pas prendre de risques. Bon, Cavani, c'est un pur neuf. Et aujourd'hui, l'équipe, comme elle joue, elle a pas besoin d'un pur neuf. C'est-à-dire pur neuf dans le sens, c'est un mec de surface, Cavani. C'est un mec qui. C'est un goléador, même s'il fait beaucoup d'efforts. Donc, c'est mon avis. Il est pas bon depuis janvier dernier, quand même, aussi techniquement. Avec le PSG. Hein. C'est pas que cette année-là, mais les 6 derniers mois qu'il fait, je les trouve pas énormes. Et à l'inverse, avec l'équipe du Uruguay, il est exceptionnel en ce moment. Il avait fait une énorme Coupe du Monde, notamment. Ah ouais, mais techniquement, donc au bout d'un moment, il y a un problème dans la tête. Moi, pour avoir étudié quand même pas mal la carrière de Cavani, dès que mentalement, en dehors du terrain ou autre, il n'est pas à 100%, il n'est pas super heureux, ça se ressent direct. C'est un mec qui n'arrive pas à faire semblant, c'est un émotif, c'est un romantique aussi, et ça se voit clairement, quoi. Donc si ça doit, moi ça me choquerait pas qu'il parte, tu vois, et je préfère qu'il parte dans un sens que tout le monde soit content, en disant voilà, il a eu un super passage au club, et voilà, là ça, je sais pas votre avis, mais est-ce que ça marche Cavani, Neymar, Mbappé? Pour moi, ça marche pas, c'est pas grave.
Parce que à Cavani, c'est l'Atlético Madrid et puis voilà quoi. Moi, je pense que soit Cavani, Ils font du lobby. à l'heure actuelle, c'est Cavani qui doit sauter. Là, tu peux pas mettre Mbappé. J'ai pas entendu, Romain, tu disais? Je peux te dire que l'Atlético Madrid par Godin et Griezmann lui fait un lobby pas possible. Les deux Uruguayens de l'Atlético. C'est fait pour lui quoi. Il sera bon, il sera juste très bon là-bas et c'est un joueur moi qui m'émeut tout simplement et je lui souhaite le meilleur et en ce moment c'est un crève-cœur quoi. Et je vais te dire un truc aussi, hein. Mais le fait que Javier soit parti, Berchiche, Lo Celso et certains employés du club, ça lui a fait vraiment très mal. Vraiment. On pourrait croire que c'est pas important, mais c'est ce que me disait un mec du staff actuel. Il me disait, tu sais, on se rend vraiment compte que le psychologique, c'est au moins 50% des joueurs. Et lui, aujourd'hui, psychologiquement, c'est pas ça. Et à l'inverse, un mec comme Neymar, qui est très bien actuellement au club, et dans sa vie, bah, tu vois, sur le terrain, ça se voit. Enfin, contre Liverpool, du moins, je pense qu'il a fait un match plus que correct. Il a été extraordinaire. Donc, et l'aspect psychologique est clé. Et tu vois, l'année dernière, Neymar c'est pas non plus la grande joie dans sa vie. Bah, je pense que ça joue énormément. Et Cavani, aujourd'hui, il est content, il vit à Paris, il est dans son confort, etc. Mais est-ce qu'il est pleinement heureux? Non. Est-ce que ça se voit sur le terrain? Oui. Il y a des mecs, ils n'arrivent pas à faire semblant. Bah, lui, il en fait partie. Comme Verratti, c'est pareil. Verratti, lui, c'est un émotif dans le sens, il n'arrive pas à cacher ses sentiments. Tu le vois sur le terrain. Dès qu'il y a pour lui une injustice, il gueule tout le temps, etc. C'est des mecs à prendre comme ça. Bah, Cavani, tu prends avec ses qualités, ses défauts. Et Javier est un peu pareil d'ailleurs aussi. Quand Javier est pas totalement heureux, tu le sens. C'est pareil. Il se blesse, c'est plus simple. Donc ça, Je pense que Javier, c'est un problème qui est pas au mollet, je pense qu'il devrait consulter certaines personnes, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui l'ont charcuté au Paris Saint-Germain et qui lui ont un peu pété sa carrière aussi. Possible. C'est très possible. Ah, parce qu'il a une bonne hygiène de vie, Javier. Tu vois, c'est pas le genre de mec que tu vas retrouver défoncé. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu comme Diaby, c'est pas de chance aussi, mais tu vois, Javier, il y en a au club qui ont dit non, il a une hygiène de vie. Non, Javier, il a pas une hygiène de vie. Javier, il y a eu un diagnostic qui a été fait, qui a été en dépit du bon sens, et on va pas s'étendre sur le sujet parce que c'est un sujet qui est très énervant. Surtout pour des pastoristes comme nous. On a une dernière question sur Paris. Est-ce que le club dans son ensemble, donc joueurs, staff, personnel, a conscience de son niveau, de son image, ou il se voit plus beau qu'ils ne le sont? Bah toi, t'en penses quoi, de vue de l'extérieur? Moi, je pense qu'ils se voient plus beaux qu'ils le sont. C'est plus fort, surtout. Ouais, c'est paradoxal. J'ai l'impression qu'il y a une naïveté dans le club où alors tu dis que c'est une stratégie de communication, les communications après match, mais j'ai l'impression que des fois ils y croient vraiment quoi. Et, Non, moi je te dis la stratégie c'est de rien dire. Et la stratégie c'est, tu sais, quand ils font leur truc pour les événements, moi je trouve ça ridicule ce qu'ils avaient fait avant le Real. Oui, tous ensemble, là. Ouais, je sais plus quoi. Non, mais les déclarations d'après-match, des fois, y compris Tourelle. Alors après Tourelle, tu peux comprendre qu'il y a un intérêt, genre je parle publiquement en bien et Tourelle, quand individuellement. il dit c'est de la merde, il dit c'est de la merde. Hein. Ouais, mais jamais après les matchs. Après les matchs, à chaque fois, c'est formidable. Et du coup, ouais, moi, j'ai l'impression qu'ils ont une voilière quand même, une petite voilière, les joueurs en tout cas. Ah mais oui, les joueurs, il y en a, mais dire, il y en a après le match contre Liverpool à l'aller où excuse-moi, pour moi le PSG a été cataclysmique. On doit s'en prendre, on doit perdre 4-0 logiquement. Ouais. L'attitude a été scandaleuse. Les mecs ont trouvé qu'ils avaient fait un bon match. Mais oui, il y a des gens au PSG qui se surcotent comme pas possible. C'est inimaginable. Le match. Un mec qui se surcote, alors tu vois, et pourtant j'ai pas l'habitude, tu sais, j'ai pas d'agenda, mais un mec qui se surcote pas vraiment et qui sait quand il a mal joué, c'est Neymar. Quand Neymar il est nul, je peux te dire qu'il le sait. Il n'était pas en forme du tout au début de saison, ça s'est vu, il était hors de forme. Mais tu vois, c'est assez marrant parce qu'il y a des mecs dans le club qui n'ont pas le centième du talent de Neymar et qui pensent qu'ils sont aussi forts que lui. Je pense notamment à certains latérales gauche. Encore lui. Moi, je sais pas pourquoi, mais du coup, quand tu as dit ça, je pense à un milieu. Ah, mais Rabiot se surcote, Lassana Diarra se surcotait comme pas possible. Je pense que le FC Déclaration PSG il est pas mal quand même. D'accord. Potentiel. Bon, ben, on arrive à la fin, donc merci Romain, tout simplement. C'est génial de nous accorder ces interviews et j'espère qu'on sera de la prochaine. Et d'ailleurs, c'est pour quand? C'est quoi les projets médias en cours? Bah, écoute, va falloir que j'écrive au moins 2 bouquins par an si je veux continuer à survivre. Donc c'est pas non plus un problème. Le prochain, ça va être
Je vais faire le yin et le yang. Là, j'ai fait les forces obscures. Bah, maintenant, je vais parler du Beautiful Game. Ah, Avec ce projet que j'ai depuis un moment des pays qui ne vont pas justement à la Coupe du Monde. Ça sortira pour les premiers tours qualificatifs de Coupe du Monde, les tout petits pays. Donc je fais des poules en fait à angle géopolitique. C'est-à-dire tu as par exemple la poule de la zone de conflit, plus ou moins. C'est-à-dire un petit Afghanistan, Palestine, Yémen, Syrie, qui ok. vaut son pesant de cacahuètes. Hein. À travers le foot, tu vois, c'est un peu anglais dessous des cartes, où je vais retrouver les mecs. Par exemple, en Afghanistan, j'ai le team manager qui est un bon copain. Bah, c'est le mec qui s'occupe des visas. Alors quand tu dois faire les visas pour des joueurs afghans qui jouent aux États-Unis, c'est coton. Tout ce qui est logistique, comment ils organisent un championnat aujourd'hui alors que le pays est toujours dans un état de siège, notamment que le championnat se joue plus uniquement à Kaboul mais également dans une autre ville. T'as également le toit du monde, tu sais, on dit que la France est sur le toit du monde. Bah, moi je fais un groupe, le vrai toit du monde, c'est-à-dire le Népal, Bhoutan et Tibet. T'as aussi la francophonie, tu vois, avec le Cambodge. T'as 3 franco-khmers qui jouent pour l'équipe du Cambodge, le Liban, l'Haïti, etc. Donc c'est ça. Donc j'avais fait Galère Football Club dans mon premier livre, c'est un peu Galère Football Club 2 quoi. C'est des histoires humaines surtout, en retrouvant tous les gars. Et puis, écoute, j'aimerais faire une suite de la Mano Negra que j'aimerais bien appeler Football Most Wanted Men. Comment t'as dit le titre? J'ai pas bien compris. Football Most Wanted Men. Tu Moi, vois, l'homme le comme plus. les listes du FBI des mecs les plus recherchés par Interpol. Tu vois. Je pense que ça pourrait être marrant. Enfin, marrant. Là, par exemple, j'ai une histoire au Bétar Jérusalem, on est pas mal. Hein. L'ancien propriétaire qui disparaît en mer, je trouve que c'est je trouve que c'est assez magnifique quand même. Donc on va voir, ça ce sera pour plus tard. Après, on m'a proposé plus ou moins un mot à demi-mot de faire un truc autour du football sud-américain. Donc j'y réfléchis, ça me pourrait pas mal m'intéresser. Ayant pas mal de contacts là-bas, Non, pourquoi c'est pas. vrai? Ah ouais, t'as des contacts toi en Amérique latine? Je savais pas. Non, parce qu'il y a des gens toujours qui me disent ça a le don toujours de me faire marrer parce que après je peux comprendre, tu vois, mais oui, vous avez pas de sous, vous avez pas de contact, etc. Je crois que dans mon dictaphone et dans mes archives, je crois que j'ai réalisé depuis que j'ai commencé ce boulot-là 600 ou 700 interviews différentes. Ben, tu sais quoi, moi j'ai prévu de faire Football League saison 3 et je vais commencer par hacker ton WhatsApp. Bah écoute, tu hackeras mes conversations avec Pinchas le Terrible et d'autres personnes. Mais non, plus sérieusement, tu vois, je réfléchis pour l'Amérique du Sud parce que ça peut être intéressant. Comment, sachant que j'avais beaucoup travaillé autour de Falcao aussi, qui est un mec vraiment intéressant, tu vois. Donc on verra, écoute, on verra. Mais je ne vais pas chômer et il faut continuer. J'espère lancer un programme bientôt sur YouTube également, assez prochainement avec 2-3 personnes. Donc on verra, écoute. Il y aura d'ailleurs un truc sur le Paris Saint-Germain à ce sujet, euh, qui sera une explication avec les principaux intéressés du Qatar, d'exactement pourquoi toute cette politique sportive, comment ils ont fait ça, comment ils l'ont décidé, et de comprendre un peu l'histoire du Qatar à travers le PSG, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un État super jeune, le Qatar. On est très loin des dynasties orientales ou des grands pays d'Orient comme Oman ou dans le Moyen-Orient, la Syrie, l'Iran, l'Irak, etc. Euh, et de comprendre à quel point le PSG est un enjeu capital pour un pays qui cherche à pas se faire péter la gueule aussi, comme le Koweït il y a 20 ans. Donc ça Qui a peut être, subi un embargo récemment, tu vois, rappelons-le. non, mais ça peut être bien si c'est bien fait à la manière de sous des cartes, ça peut être intéressant de Bah, voir. en fait, ton ambition, c'est de faire un dessous des cartes Ouais, vu par le football, parce que tu as exactement, fait le constat que le football explique beaucoup de choses dans beaucoup de pays de manière très différente. Mais, exactement. mais en tout cas, Regarde l'Arabie Saoudite. Maintenant, ils essayent de se mettre dans le foot. Bah, tu vois, c'est intéressant. Bon, là, avec ce qui s'est passé, l'affaire du meurtre, c'est un peu plus compliqué, mais ils vont continuer à essayer d'y aller. Donc oui, parce que c'est une formidable porte d'accès, et je pense que pour les gens, c'est plus facile de s'intéresser à quelque chose du monde entier en rentrant par un angle foot. ça, et en plus de ça, le foot te permet je crois que le foot te permet un raccourci pour avoir des informations sur le pays que tu n'aurais pas en essayant de rentrer d'une manière plus traditionnelle. Alors c'est Complètement particulièrement vrai en Amérique latine, mais c'est sans doute vrai ailleurs. Mais quand tu nous dis tout ça, je réalise qu'on a oublié une question essentielle. Dis-moi. On a oublié de te parler de Boca River. Non. Date, question quoi. Comment est-ce qu'on a pu l'oublier quoi? Ah, On fait un petit détour par Boca River? écoute, ce pays, l'Argentine, là j'y vais. Je pars le 24 au soir, j'arrive le 25 décembre à Buenos Aires, où je suis attendu. Ouah. Que, que te dire? Je crois que c'est le seul pays au monde où tu es capable de voir dans la rue des garçons de café manifester en tenue de garçons de café avec des plateaux et un café dedans, et ils se font charger par des CRS avec des fusils à pompe.
c'est un pays qui est... Le foot là-bas, c'est démentiel le rapport que ça a. Mais à chaque fois, la CONMEBOL et la direction aussi de la fédération argentine, je pense qu'à chaque fois, ils se concertent pour dire quel est le plus mauvais choix possible. Je crois, ouais. C'est une blague absolue. Les instances sud-américaines sont, niveau foot, mais en Uruguay, c'est pas mal aussi, hein. Mais en Argentine, ils sont imbattables. Franchement, c'est... Rien en plus en Argentine. Ah non, mais c'est grand guignol. Je pense même qu'Olivier Létang pourrait travailler là-bas, tu vois. Donc, Ouais. non, écoute... Un peu de chance, il finirait avec une balle dans le Aux dos. dernières mais bon. nouvelles, ils ont tous les deux refusé de jouer à Madrid. Mais ça n'a aucun sens, c'est la Copa Libertadores, tu veux la jouer à Madrid, mais ferme ta gueule. Et le pire, c'est les mecs qui commencent à faire des discours, t'as l'impression, c'est avant 1492, oui, enfin bon, non mais c'est surréaliste. Et notre perso, le fait que Boca peut-être demande à gagner sur tapis vert, je trouve ça très sale au vu de l'attitude de Gallardo et de River pour le match. C'est très sale. À la rigueur qu'ils le mettent sur terrain neutre à Asunción, parce qu'à Montevideo, ça me semble compliqué, c'est quand même à 1 heure de bateau. Quoique ça n'empêcherait pas les mecs de venir même à Asunción, capitale du Paraguay. Écoute, je saurais te dire, mais la Copa Libertadores, elle doit jouer en Amérique du Sud. Mais oui, puis même, enfin, Mais bon, dans un monde qui n'a plus aucun sens, des fois j'ai l'impression, les frontières, les ci, les là, on s'en fout. Ouais, bah, le foot, c'est quand même... Enfin bref, mon petit avis. Ok, on suivra tes prochains livres avec grand intérêt. J'espère bien. Je rappelle aux auditeurs si jamais ils ne te connaissent pas, que tu as évidemment une chaîne YouTube, Romain Molina, c'est facile à faire, Romain Molina YouTube, où tu analyses donc l'actualité du foot et puis tout ce qui se passe autour du foot. Puis attends, dans mon prochain livre, il y aura peut-être un peu de Jean-Eudes Maurice avec Haïti quand même. Oui. Ah bah attends, je sais pas si vous avez eu d'autres mecs qui ont des sélections un peu comme ça. Non, je crois pas. Mais il y aura du Jean-Eudes en théorie. C'est beau quand même. Ah. On ira ça avec plaisir. Et j'aime bien tes grands entretiens, la dernière rubrique que tu as fait sur YouTube où tu avais un zéro sur le nom du foot. Tu vas le continuer cela? On continue. Semaine prochaine, il y aura des joueurs, des directeurs sportifs et plein d'autres choses. Il y aura peut-être même d'ailleurs des anciens du PSG pas connus. On verra là. On va partir au Venezuela pour le prochain grand entretien. Tu vois. Il était parti au Tchad à un moment. Il va partout. Ouais. Bah écoute, j'aurais pu le faire avec un Nord-Coréen aussi, hein, pourquoi pas, vu que j'aide un peu là. Je te fais une petite confidence, mais le Festival Espoir de Toulon aimerait beaucoup inviter la Corée du Nord. Ah, ok. Ça pourrait être intéressant, donc pourquoi pas, j'irai voir les amis coréens. Et donc, nos auditeurs s'ils n'ont pas d'idée de cadeau de Noël, qui peuvent acheter ton livre, hein, un très bon. Bonne idée, ça. Ouais, c'est une très bonne idée. Et on rappelle, on apprend beaucoup de choses sur le monde du football, c'est précis et bien écrit. Ouais. Et c'est à lire, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite beaucoup de plaisir pour ton entretien avec Kim Jong-un, donc. Tu rigoles, mais tu sais que l'ancien sélectionneur nord-coréen, on dit qu'il était mort, etc. Il a envie. Et il s'appelle également Kim Jong-un, pour la petite anecdote. C'est pour ça qu'il a encore envie. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Et à bientôt, et merci à tous de nous avoir écoutés.